En 2017, un objet étrange a été repéré dans notre système solaire. Il avait une forme oblongue, un peu semblable à une crêpe. Aucun des astéroïdes ou comètes que nous ayons jamais observés ne ressemble à ça. Sa surface était également singulière. Elle était au moins 10 fois plus réfléchissante que la moyenne des objets dérivant dans l'espace. Certains ont affirmé qu'il avait une enveloppe comparable à du métal poli. Quand il est passé près du Soleil et s'est éloigné de notre orbite, il a accéléré au-delà de ce que notre gravité suffirait à expliquer. À première vue, on aurait dit que cette chose avait une fusée attachée dans le dos. Ce visiteur inhabituel a même reçu son propre nom, Oumuamua. Il nous vient de la langue hawaïenne et se traduit par éclaireur ou visiteur d'une terre lointaine. Et en raison de ses caractéristiques, les scientifiques n'ont pas tardé à se demander si c'était enfin la visite d'un peuple extraterrestre. Avant de se lancer à corps perdu dans des hypothèses de science-fiction, les astronomes ont d'abord rassemblé les informations dont ils étaient sûrs. À commencer par le fait qu'Oumuamua devait provenir d'un autre système solaire. Un événement imprévu dans son système d'origine a probablement conduit à son éjection. Ce qu'on ne savait pas, c'est s'il s'agissait d'une comète ou d'un astéroïde. Ce sont tous deux des objets célestes orbitant autour d'un soleil. Mais ils ont des compositions et des comportements radicalement distincts. Les comètes sont principalement composées de glace, de poussière et de roches, et sont parfois appelées des boules de neige sales. Lorsqu'une comète s'approche du soleil, la chaleur provoque la vaporisation de la glace, libérant du gaz et des particules de poussière dans l'espace. Cela crée une queue lumineuse et scintillante qui peut s'étendre sur des millions de kilomètres. Les comètes présentent généralement une orbite elliptique, les emmenant souvent des confins les plus éloignés du système solaire, au plus près du Soleil. Les astéroïdes, pour leur part, sont principalement composés de roches et de métaux. Dans notre voisinage immédiat, ils sont les vestiges de la formation du système solaire et se retrouvent généralement dans la ceinture d'astéroïdes qui s'étend entre Mars et Jupiter. Contrairement aux comètes, les astéroïdes n'abordent pas de queue lorsqu'ils s'approchent du Soleil, car ils n'ont pas de glace. Leurs orbites suivent généralement une trajectoire plus circulaire par rapport aux comètes. Selon toute vraisemblance, Oumuamua devrait être une comète, car il semble provenir d'un endroit différent de l'univers. Pourtant, il ne présente pas les signes typiques d'une activité cométaire. Attendez une minute. Le cométaire se passe-t-il de commentaires? À vous de voir. Oumuamua ne possède pas de queue et ne recrache pas de gaz lors de son passage, contrairement à moi. Quoiqu'il se comporte plutôt comme une comète, il ressemble davantage à un astéroïde. Une autre grande question est comment les scientifiques ont bien pu parvenir à repérer Oumuamua en premier lieu. Compte tenu de l'immensité de l'espace-temps, c'est tout à fait remarquable. Les étoiles ont des durées de vie s'étendant sur des millions, voire des milliards d'années. Et la formation d'un système solaire prend plusieurs centaines de millions d'années. Même les objets les plus rapides mettent des dizaines de millénaires à voyager d'une étoile à une autre. En revanche, les humains n'observent le ciel avec leur télescope que depuis environ 400 ans, soit une infime fraction du temps cosmique. Et ce n'est que ces dernières décennies, voire ces dernières années, que nous avons obtenu la technologie permettant de détecter et de suivre des objets rapides et peu lumineux. Soit de telles roches sont très répandues, soit nous avons eu énormément de chance avec nos instruments, ou bien Oumuamua voulait simplement être vu. Une autre question concerne la région d'origine de pareils objets. Il est très peu probable qu'Oumuamua provienne d'un système solaire mature et stable. C'est parce que de tels systèmes n'éjectent pas assez de matière pour se répandre à travers la galaxie. Une roche peut parfois être projetée, mais elle pourra rarement aller aussi loin. Les systèmes plus jeunes, cependant, agissent différemment. Dans ces environnements chaotiques, des collisions, fusions et autres migrations se produisent tout le temps. Beaucoup de petites roches errent ainsi et sont les parfaites candidates pour l'éjection. Le système solaire qui a éjecté Oumuamua doit avoir eu une planète similaire à Jupiter. Sa taille massive et sa gravité pourraient influencer d'autres objets à travers le système, provoquant potentiellement des éjections. Mais tous les systèmes solaires ne développent pas des planètes de la taille de Jupiter. Souvent, ces planètes massives finissent par se rapprocher de leurs étoiles, devenant des versions plus chaudes de la géante gazeuse. De telles planètes, en orbite proche autour d'un soleil,
sont moins susceptibles d'éjecter de la matière au loin. Des planètes, semblables à Neptune, pourraient également avoir joué un rôle. Bien qu'elles ne soient pas aussi massives que Jupiter, elles ont tendance à élire domicile près de la périphérie des systèmes solaires. Notre propre système possède ainsi la ceinture de Kuiper, un véritable réservoir de comètes, dans sa périphérie. Au cours des premières étapes de la formation d'un système solaire, les interactions entre des planètes comparables à Neptune et de tels débris sont courantes. Toutefois, la découverte de pareilles planètes dans d'autres systèmes est à vérifier. Nos méthodes de détection des exoplanètes fonctionnent mieux avec des objets massifs, proches de leurs astres, ce qui complique la détection de leurs homologues plus éloignés. Oumuamua s'est également trouvé associé à une certaine théorie sur la façon dont la vie serait apparue dans l'univers. La panspermie. C'est une hypothèse qui suggère que la vie existe partout dans l'univers et peut être distribuée entre les planètes par divers moyens, tels que les astéroïdes, les comètes et même les vaisseaux spatiaux. Elle affirme que la vie doit être originaire d'une région donnée de l'univers, après quoi elle s'est propagée vers d'autres corps célestes. Les adeptes de cette théorie suggèrent donc que de tels objets interstellaires pourraient potentiellement transporter de minuscules microbes, ces composants fondamentaux de la vie, entre les systèmes stellaires. Si de tels objets devaient percuter une planète ou une lune, ils pourraient transformer ces organismes et ensemencer un corps céleste. Pour l'instant, il n'existe aucune preuve soutenant l'idée que cet objet en particulier ait transporté la vie entre les systèmes solaires. Après des années de recherche, le consensus général est que Oumuamua était bien une comète. La raison pour laquelle elle se déplace de manière si étrange est qu'elle pourrait présenter de l'hydrogène gelé à sa surface, qui réagit au contact de la lumière du Soleil. Plus elle se rapprochait de notre astre, plus elle allait vite, libérant cet hydrogène et changeant également de trajectoire à travers notre système solaire. Sa couleur tend également à appuyer cette théorie. Elle est rouge, ce qui pourrait signifier qu'elle a été frappée par des rayons cosmiques pendant longtemps. Plus elle a été bombardée par ces rayons, plus elle a accumulé d'hydrogène au cours du processus. Mais comme ils ne peuvent pas en être tout à fait sûrs, les astronomes ont prévu de suivre ce visiteur. L'idée est d'envoyer une mission pour l'examiner. Il se trouve déjà bien loin de nous, mais il n'est peut-être pas encore trop tard. Nous pourrions être en mesure d'envoyer une sonde assez rapide pour rattraper la comète. Ce plan a été baptisé Projet Lyra et vise à exploiter l'orbite de la Terre et celle de Jupiter de façon à envoyer une sonde assez loin pour atteindre Oumuamua. Si cela fonctionne, ce sera l'engin spatial le plus rapide que nous ayons jamais envoyé dans l'univers. La trajectoire de la sonde spatiale impliquerait d'utiliser l'attraction de notre planète et celle de Jupiter comme un effet de fronde gravitationnelle. La sonde quitterait d'abord notre planète, puis retournerait dans l'orbite terrestre avant de partir à la rencontre de l'attraction de Jupiter. Elle serait renvoyée près de notre planète une seconde fois, où elle serait éjectée avec une force suffisante pour atteindre la comète. Le projet Lyra vise également à suivre un second visiteur lointain, dénommé Borisov. Cette comète a été découverte par un astronome amateur et porte maintenant son nom. Ce qui est fascinant à son sujet, c'est que, elle est proprement impeccable. Tout comme notre expérience avec Oumuamua, nous n'avons jamais rien observé de semblable à Borisov non plus. Les études de la lumière provenant de son enveloppe de poussière et de gaz montrent qu'elle est assez propre comparée à d'autres objets spatiaux. Après avoir été repérée pour la première fois en août 2019, les astronomes ont étudié sa trajectoire à travers notre système solaire et en ont conclu qu'elle provenait également d'une autre étoile. Mais Borisov nous a donné plus de temps pour l'étudier, car nous l'avons repéré plus tôt dans son périple à travers notre voisinage. Les chercheurs ont utilisé des télescopes avancés pour examiner la poussière émanant de Borisov. Ils ont découvert qu'elle dégageait plus de 180 kg de poussière chaque seconde. On a également constaté que Borisov contenait plus de monoxyde de carbone que les comètes de notre système solaire en général. Néanmoins, cette quantité n'est pas la même partout sur la comète. Cela nous indique que l'objet spatial a probablement commencé à se former près de son étoile d'origine avant de s'en éloigner. Peut-être à cause de planètes plus grandes dans son voisinage immédiat. La lumière de Borisov est beaucoup plus polarisée que la lumière provenant des autres comètes que nous avons observées, et son nuage est parfaitement homogène.
Cela suggère que Borisov n'a jamais interagi avec une autre étoile. Entre l'an 774 et l'an 775, la Terre a été frappée par une immense explosion de radiation. Cette explosion d'énergie a laissé des traces. Les cernes des arbres de cette année-là présentent des niveaux de radioactivité beaucoup trop élevés. Mais quelle en fut la cause exacte? Certains scientifiques ont évoqué une éruption solaire. D'autres disent qu'une supernova massive aurait été à l'origine de cette explosion de radiation. Mais l'astronome Phil Plait estime que si tel était le cas, la supernova en question aurait dû se trouver à moins d'1 millier d'années-lumière et aurait été incroyablement puissante. Or, il n'existe aucune trace de cette supernova, pas d'étoile de la mort en vue. Après avoir examiné le carbone radioactif et le beryllium présents dans les cernes des arbres, les scientifiques ont écarté un certain nombre d'autres possibilités. Ils ont d'abord pensé à un choc entre des étoiles à neutrons ou entre une étoile à neutrons et un trou noir. Ce type d'accident produit une explosion très rapide de rayons gamma sans aucun spectacle lumineux, ce qui correspond le mieux aux données disponibles. Mais ce type de collision est très rare. Plait pense qu'il est peu probable que ce soit la réponse. Il estime que nous ne devrions voir ce type d'événement dans notre galaxie qu'une fois tous les millions d'années. Le fait qu'il y ait pu en avoir un il y a tout juste 1200 ans lui semble donc assez extraordinaire. Les scientifiques sont très préoccupés par ces événements rares. Si l'un d'entre eux se produisait plus près de la Terre, il pourrait gravement perturber la vie sur notre planète. Même s'il se produisait à des milliers d'années-lumière, un tel événement pourrait provoquer le chaos dans tous les systèmes électroniques sophistiqués dont nous sommes devenus dépendants. C'est donc une bonne chose que ces sursauts gamma soient si rares. S'ils étaient les plus fréquents, la Terre aurait de sérieux problèmes. Vous pensez peut-être que si notre planète est capable de résister à des méga-radiations, elle peut facilement résister à quelque chose de moins effrayant, disons des sauterelles. Désolé de vous dire cela, mais ce n'est pas tout à fait vrai. En 1874, au cours d'un été chaud au Kansas, les choses ont pris une tournure étrange. Les sauterelles, ou devrais-je dire, les criquets, ont envahi les grandes plaines. Elles ont déferlé comme une tempête, recouvrant les maisons, les arbres et même les trains qui passaient par là. Ces insectes avaient pour mission de semer le chaos. Les agriculteurs ont dû se démener pour protéger leurs puits et tout ce qui valait la peine d'être sauvé. Les sauterelles se posaient partout, ravageant tout sur leur passage. Même les pauvres moutons y perdirent leur laine. Les sauterelles décapèrent même la peinture des chariots et les manches des fourches. C'est dire à quel point elles sont destructrices. Le bétail essaya de se défendre en les mangeant, mais ces insectes étaient tout simplement trop nombreux. Cette année-là, ces bestioles causèrent environ 200 millions de dollars de dégâts aux cultures. L'invasion fut si sévère que l'armée américaine dut intervenir. Finalement, les criquets s'en allèrent, et les plaines retrouvèrent leur calme. Les catastrophes naturelles peuvent être encore plus inattendues que les radiations venues de l'espace et les invasions de sauterelles. Par exemple, en juin 2007, un éleveur de rennes du nord-ouest de la Sibérie s'occupait de ses affaires lorsqu'il a soudain entendu une forte explosion et vu de la fumée s'élever du sol. Si cela m'arrivait, je devrais tout de suite changer de pantalon. Plus tard, ils ont découvert un énorme trou de 7 mètres de large et de près de 20 mètres de profondeur, entouré de morceaux de glace et de terre. Il s'est avéré qu'il y avait plus de 17 trous noirs de ce type dans la région. Ils étaient remplis d'eau tourbeuse et entourés de mystères. Certains pensaient qu'il s'agissait de dolines. D'autres étaient persuadés qu'ils étaient le résultat de tests ultra secrets ou même d'une pluie de météorites. Selon la plus récente théorie, ces trous seraient en fait des cratères causés par le réchauffement de l'Arctique et la fonte des sols. Selon cette hypothèse, le dégel provoque l'éclatement de poches de gaz piégées sous la surface et crée ces trous spectaculaires. Apparemment, ces cratères inquiétants sont apparus à des endroits précis de la Sibérie, où d'anciennes failles géologiques laissent s'échapper du gaz naturel chaud depuis déjà pas mal de temps. Si l'on ajoute à cela les restes de méthane provenant d'anciens sédiments lacustres et libérés par le réchauffement de la planète, on obtient des surprises plutôt explosives. Vous n'avez pas encore peur, d'accord. Vous avez peut-être peur du noir? Si c'est le cas, vous ne devriez pas revenir en 536. C'est l'année où le monde a traversé une période d'obscurité de 18 mois. Un mystérieux brouillard a recouvert l'Europe, le Moyen-Orient et une partie de l'Asie,
bloquant le soleil et provoquant le chaos. Un véritable âge des ténèbres, et pour de vrai cette fois. Il s'avère que le principal responsable de ce brouillard fut une éruption volcanique en Islande. Cette éruption répandit des cendres dans tout l'hémisphère nord, provoquant une chute des températures et de très mauvaises récoltes. Les gens gelaient et mouraient de faim. C'était terrible. Les historiens de l'époque ont parlé de l'étrangeté de la situation. Le soleil ressemblait à la lune, les étés étaient glacés et il neigeait même en Chine au mois d'août. Tout cela à cause des cendres volcaniques qui bloquèrent le soleil. Et pour ne rien arranger, cette période d'obscurité a déclenché le début de la peste bubonique de l'an 541. Une période vraiment difficile. Revenons à présent en Sibérie. En 1908, au fin fond de la Sibérie, un astéroïde est venu nous rendre une visite inattendue. Aujourd'hui, nous le connaissons sous le nom d'astéroïde de la Tunguska, mais il n'a pas reçu ce nom immédiatement. La population locale n'a fait qu'entrevoir le spectacle. Une boule de feu traversant le ciel, suivie d'un énorme boom. Des arbres se sont envolés, des incendies ont éclaté, et les animaux n'étaient alors pas très heureux. Mais la région étant très isolée, peu de gens s'en sont aperçus. Pendant près de 20 ans, personne n'a pris la peine d'inspecter le site de la Tunguska. Les gens avaient trop de choses qu'à faire à l'époque. Mais des scientifiques se sont finalement rendus sur place et ont trouvé des preuves de cet astéroïde. Plus tard, lors d'expéditions, ils ont même trouvé des microparticules spatiales. Aujourd'hui, la NASA a mis en place un programme de défense planétaire. Elle a même envoyé une mission pour tester la technologie de déviation des astéroïdes, car qui sait quand le prochain caillou cosmique viendra frapper à notre porte. Au milieu du 19e siècle, une autre tempête solaire s'est produite, l'événement de Carrington. Cet événement vous semblera peut-être anodin, mais il a eu de lourdes conséquences. Le lendemain de la tempête, la Terre a été frappée par un violent orage géomagnétique qui a détraqué les télégraphes et fait apparaître des aurores sous les tropiques, là où elles n'apparaissent jamais normalement. Il s'avère que toute cette folie météorologique a commencé par des phénomènes étranges à la surface du Soleil, des taches solaires par exemple. Ces taches sont à l'origine d'éruptions et d'autres phénomènes électromagnétiques qui peuvent perturber notre technologie. Les tempêtes solaires massives comme celle-ci peuvent jaillir du Soleil, à des vitesses allant jusqu'à 2900 km par seconde. Elles peuvent contenir des milliards de tonnes de matière solaire, ainsi qu'un petit champ magnétique sournois qui adore perturber le champ magnétique terrestre lorsqu'il le rencontre. Maintenant écoutez bien, nous nous rapprochons du prochain maximum solaire, qui aura lieu en 2025. Il est donc temps de consulter l'historique des pires tempêtes solaires, comme l'événement de Carrington, et de faire bien attention. Imaginez qu'une tempête de ce type se produise aujourd'hui, l'apocalypse sur les réseaux. Les entreprises seraient mises hors ligne et nous serions confrontés à de graves dégâts. Heureusement, ces méga-tempêtes solaires ne se produisent pas très souvent. Mais la météo de l'espace étant difficile à prévoir, qui sait quand la prochaine surviendra? Tu penses peut-être que la Terre est massive, mais le Soleil représente près de 99,9% de la masse de tout le système solaire. Le reste de cette masse est constitué par les planètes et leurs satellites, les astéroïdes, les comètes, le gaz et la poussière. Le Soleil se trouve à environ 150 millions de kilomètres de notre planète, mais il nous tient chaud tous les jours. Sa température est d'environ 5500 degrés Celsius, mais l'espace qui l'entoure est toujours froid comme la glace. Pour comprendre cela, il faut faire la distinction entre la chaleur et la température. La chaleur est l'énergie qui se trouve à l'intérieur d'un objet. La température est ce qui nous indique si cet objet est chaud ou froid. Lorsque la chaleur est transférée depuis cet objet, la température augmente. Lorsque l'objet perd de la chaleur, sa température diminue. La chaleur peut être transférée de 3 façons différentes. Le Soleil le fait par rayonnement, cela signifie qu'il dégage de la chaleur sous forme de lumière. Ton corps dégage aussi de la chaleur, sous forme d'ondes infrarouges. C'est pourquoi les caméras thermiques peuvent détecter ta présence dans une pièce, même la nuit. Plus l'objet est chaud, plus il dégage de chaleur. La température n'affecte que la matière. Puisque l'espace est principalement du vide, il ne contient pas assez de particules pour que la chaleur puisse être transférée autrement que par rayonnement.
Lorsque la chaleur provenant du Soleil arrive sur un objet, les atomes commencent à absorber de l'énergie. Mais la chaleur ne peut pas être transférée car il n'y a pas de matière dans l'espace. Ces rares atomes et molécules se trouvant dans l'espace absorberont la chaleur. Et ils resteront simplement ainsi, tandis que le vide froid restera froid. Il y a beaucoup de matière dans l'atmosphère de la Terre, donc l'énergie du Soleil peut s'y transférer facilement. Mais si tu mets un objet hors de l'atmosphère terrestre en plein Soleil, il finira par être chauffé à 121 degrés Celsius, car c'est une matière composée d'atomes et de molécules. La température du vide est de moins 270 degrés Celsius. Cela signifie que selon l'endroit où tu te trouves, l'espace peut soit te brûler, soit te geler. Le Soleil n'est pas vraiment jaune, il émet de la lumière sur une large gamme de longueurs d'onde. Nous pouvons déterminer sa température et sa couleur par le pic de son spectre. Par exemple, les étoiles plus froides seront rouges et les étoiles plus chaudes seront bleues. Entre les deux, des étoiles jaunes, oranges et blanches. En ce qui concerne le Soleil, le spectre culmine à une longueur d'onde que nous définissons généralement comme verte. Mais notre œil l'aperçoit différemment. Ainsi, cette nuance de vert, combinée à d'autres longueurs d'onde du spectre, va paraître blanche à l'œil humain. Nous percevons généralement le Soleil comme étant jaune car notre atmosphère diffuse la lumière bleue plus efficacement que la rouge. Pendant le lever et le coucher du Soleil, il y a plus de lumière rouge dans le spectre du Soleil, ce qui nous donne des couleurs chatoyantes. Les taches solaires sont des parties de la surface visible du Soleil qui sont en moyenne beaucoup plus froides que le Soleil lui-même. Elles se superposent à des parties qui ont un champ magnétique accru. Ces parties ne permettent pas la libération de la chaleur vers la surface visible du Soleil. Ainsi, le reste de la surface du Soleil est 3 fois plus lumineux que ces taches solaires. Ce contraste les fait paraître presque noirs. Si nous pouvions séparer une tache solaire du Soleil et la placer quelque part dans le ciel nocturne, elle serait différente, aussi brillante que la Lune lorsque nous la voyons depuis la Terre. Toutes les planètes de notre système solaire tournent dans la même direction, car elles se sont formées à partir d'un seul nuage protoplanétaire, à l'exception d'Uranus et de Vénus. Elles ont probablement subi un fort impact qui les a fait tourner dans la direction opposée. Mais c'est différent avec les galaxies. Elles ne se forment généralement pas à partir du même nuage de poussière et de particules. De plus, elles ne sont pas réparties au hasard dans l'espace. Elles se présentent sous forme de filaments, des brins denses et fins de matière noire et de galaxies, avec des vides entre eux. Les protogalaxies sont reliées par des forces gravitationnelles dans de petites zones de l'espace. Cela est probablement dû à la répartition de la matière noire dans l'univers. La matière dans les filaments se déplace en tire-bouchon et va vers la zone la plus dense. Il pourrait donc y avoir une direction commune dans laquelle les galaxies ont tendance à tourner, mais elle est principalement aléatoire. Il est possible que nous mettions un jour au point un ascenseur lunaire. Oui, un câble ancré à la surface de la Lune. Il s'étendrait sur 400 000 km. Nous ne pourrions pas l'attacher directement à notre planète car la Terre et la Lune sont toutes deux en mouvement. Mais nous pourrions le garder haut dans l'orbite de notre planète. Certains chercheurs pensent que nous pourrions construire un tel ascenseur pour quelques milliards de dollars. La Lune possède des ressources que nous pourrions certainement utiliser. Une forme rare d'hélium trouvée là-bas pourrait être utile dans les centrales à fusion de notre planète. Nous pourrions aussi prendre d'autres éléments rares et les utiliser dans les smartphones et le reste de l'électronique. Ainsi, après environ 53 montées et descentes, l'ascenseur pourrait être amorti. Le câble serait aussi épais qu'un crayon, mais son poids serait d'environ 40 tonnes. Il pourrait même être fabriqué à partir du matériau que nous avons déjà sur Terre, sans avoir besoin d'inventer quoi que ce soit. Il pourrait même s'agir d'une combinaison de 2 ascenseurs. Un vaisseau spatial treuillerait un ascenseur depuis la surface de notre planète jusqu'à une station spatiale. Puis, il serait projeté vers la Lune. Il y aurait un autre ascenseur pour finalement le faire descendre à la surface de la Lune. Les planètes de notre système solaire ont des orbites prévisibles et stables, mais des collisions de géantes gazeuses ont pu se produire à un stade précoce lorsque le système planétaire était encore en formation. En cas de collision frontale, 2 géantes gazeuses fusionneraient. Elles ne finiraient pas par perdre leur masse, les matériaux de leurs enveloppes gazeuses ou ceux de leur noyau solide. Une telle collision à une vitesse plus élevée entraînerait la perte de la majeure partie du gaz de l'enveloppe. Et à très haute vitesse, boum, les 2 planètes disparaîtraient. Ce serait différent si la collision n'était pas frontale. Si les 2 noyaux parvenaient à s'éviter complètement, les géantes gazeuses ne fusionneraient pas, mais elles perdraient une partie de leur masse.
Les géantes gazeuses pourraient même changer de forme à cause de telles collisions. Les astronomes ont découvert qu'il existait une galaxie extrêmement éloignée de nous qui ressemble à notre Voie lactée. Nous la voyons aujourd'hui telle qu'elle était lorsque l'univers n'avait que 1,4 milliard d'années. Or aujourd'hui, il a 13,8 milliards d'années. Il a donc fallu plus de 12 milliards d'années pour que la lumière provenant de cette galaxie lointaine atteigne notre planète. Cette galaxie est paisible, stable et étonnamment non chaotique, contrairement à toutes les autres galaxies qui étaient assez turbulentes à leur début. Pour quitter la Voie lactée, nous devrions voyager à environ 25 000 années-lumière du centre de la galaxie ou à 500 années-lumière verticalement. Notre galaxie est un disque d'étoiles qui s'étend sur environ 100 000 années-lumière et a une épaisseur de 1000 années-lumière. Le Soleil, son étoile centrale, est situé à mi-chemin du centre de la galaxie et près du milieu du disque dans le sens vertical. En quittant la galaxie, il faudrait aller plus loin que son bord pour s'éloigner du halo qui entoure la Voie lactée, vieilles étoiles, gaz diffus et amas globulaires. Si tu voulais aller encore plus loin pour voir la Voie lactée dans son intégralité, il te faudrait parcourir 48 000 années-lumière verticalement. À l'heure actuelle, nous n'avons même pas de télescope que nous pourrions envoyer là-bas. Il existe des étoiles centrales qui avalent des planètes. Notre système solaire est stable, contrairement à de nombreux autres systèmes planétaires, donc nous n'avons pas à avoir peur que la Terre ou une autre planète change d'orbite et se dirige vers le Soleil. Mais au moins un quart des autres systèmes planétaires avec des étoiles en orbite similaire à notre Soleil ont un passé plutôt chaotique. Dans certains d'entre eux, des planètes se déplaçaient et leurs migrations imprévisibles peuvent avoir perturbé les trajectoires de certaines autres planètes ou même les avoir poussées hors de leur orbite. Cela signifie que certaines planètes sont probablement tombées dans l'étoile centrale. Lorsque cela se produit, la planète se dissout dans la couche externe de l'étoile, ce qui signifie qu'elle est avalée. Nous sommes en septembre 1977. Tu joues sur l'une des premières consoles de jeux vidéo sorties en Amérique du Nord. Tu sors et tu vois tout le voisinage qui attend le lancement de Voyager 1. C'est une journée très ensoleillée, alors tu plisses un peu les yeux pour essayer de discerner ce qui se passe. Tu vis dans le quartier juste à côté de la station de lancement. Tu t'achètes à manger et tu regardes le Voyager décoller dans l'espace. Tu es tellement impressionné que tu décides de faire carrière à la NASA. 35 ans plus tard, tu es maintenant un haut fonctionnaire de la NASA, spécialisé dans la sonde Voyager 1. Nous sommes en 2012 et tu es assis dans la salle de contrôle avec tes collègues. Tout le monde regarde fixement son écran d'ordinateur en travaillant sur la sonde. Tu es assis en haut, surveillant tout et t'assurant que les systèmes sont en ordre. Ce jour est spécial car Voyager 1 est sur le point de sortir de l'héliosphère, qui est un mot scientifique pour désigner l'enveloppe extérieure de notre système solaire. C'est une bulle d'espace affectée par le vent solaire qui provient de notre astre. En 2021, la sonde s'est éloignée de 22,5 milliards de kilomètres de la Terre, ce qui équivaut à 153 unités astronomiques. Une unité astronomique est la distance entre le Soleil et la Terre. À l'origine, l'engin devait passer par Uranus, Saturne et Jupiter, et se projeter d'une planète à l'autre grâce à leur force gravitationnelle. Tout le monde attend impatiemment qu'ils sortent de l'héliosphère. 3, 2, 1, et il est officiellement sorti. Tous les systèmes fonctionnent correctement. Tu félicites ton équipe d'avoir fait un excellent travail. Avec Voyager 1 qui est allé si loin, il y a encore des tonnes d'endroits à explorer dans l'espace. Tu étais autrefois un jeune adulte qui regardait le lancement du vaisseau à l'extérieur de ton quartier et maintenant, tu es le principal responsable des opérations. 9 ans plus tard. Depuis que Voyager 1 a quitté l'héliosphère, tu le surveilles de temps en temps pour t'assurer que tous les systèmes et fonctions soient en ordre. Il a renvoyé des mesures du milieu interstellaire. Il s'agit de la zone située entre les étoiles de notre galaxie, composée de matériaux ionisés, c'est-à-dire plus simplement de molécules ou de substances. Le milieu interstellaire est un état de plasma chargé électriquement, ou plasma ionisé, et il est très instable. C'est comme passer d'un orage fort à une petite pluie calme en quelques secondes. Le plasma là-haut est différent du plasma sur Terre, dans le sens où il est difficile à filtrer. Il y a environ 1 atome par centimètre cube dans le milieu interstellaire. L'air que nous respirons sur Terre contient des milliards d'atomes.
En mesurant le plasma dans le milieu interstellaire, nous pouvons mieux comprendre le comportement et la structure des produits chimiques et des gaz. Il est possible que l'oxygène que nous respirons sur Terre soit différent de celui de l'espace interstellaire. L'une de tes principales tâches est d'en apprendre davantage sur la façon dont le vent solaire et le milieu interstellaire interagissent entre eux pour créer l'héliosphère. Après avoir effectué des vérifications de routine et d'autres travaux d'entretien sur Voyager 1 depuis la salle de contrôle, tu remarques quelque chose d'étrange à l'écran. Tu es assis devant l'ordinateur, tu tritures les chiffres des vibrations du plasma et tu les convertis en un fichier audio d'environ 3 kHz. Tu cliques dessus et tu écoutes un bourdonnement subtil et étrange. Ton équipe et toi êtes surpris que ces vibrations se soient produites à une si petite fréquence. Étant donné que l'espace est massif, cela pourrait signifier la présence de vie sur d'autres planètes. Tous les autres membres de la station se précipitent dans la salle de contrôle pour écouter ce son venu de l'espace. Il est monotone et faible, mais il provient sans aucun doute de l'extérieur de l'héliosphère. Tu vérifies les chiffres encore et encore pour t'assurer qu'il ne s'agisse pas d'une coïncidence. Mais c'est bien réel. Tu t'assures que ton équipe ne révèle rien à personne de l'extérieur avant que tout ne soit clairement déterminé. Tu passes en mode bourreau de travail et tu essaies de capter le son à nouveau. Et il est encore là. Tu n'arrives pas à dormir car tu réfléchis à ce qui pourrait produire ce bourdonnement. Quelques jours passent et le son est assez constant. S'il y avait une vie là-bas qui essayait de communiquer avec toi, alors elle aurait sûrement dit quelque chose qui puisse être déchiffré. Tu analyses à nouveau les fichiers audio en essayant de voir s'il s'agit d'une langue phonétique que tu ne connais pas. Tu fais appel à une linguiste pour voir si elle peut en tirer quelque chose. Ton équipe et toi vous rassemblez autour d'elle, attendant impatiemment des réponses. Au bout d'un moment, elle pense qu'il y a peut-être quelqu'un là-bas qui communique avec nous. Mais la seule façon de le savoir est de leur renvoyer quelque chose. Tu organises une réunion avec ton équipe et tu essaies de trouver quel message vous pourriez envoyer. Après avoir beaucoup réfléchi et bu beaucoup de café, tu décides de leur envoyer la phrase suivante « Qui êtes-vous » Tu envoies le signal par l'intermédiaire de Voyager 1 et tu attends tout changement dans le bourdonnement. Mais tu ne reçois rien dans l'immédiat. Cela peut prendre un certain temps avant d'avoir une réponse. Tu attends toute la nuit et toujours rien. Tu commences à croire qu'il n'y a rien là-bas. Pendant les 2 jours suivants, tu continues d'envoyer des phrases à la recherche d'une réaction à capter. Comme l'espace est un vide, les ondes sonores ne peuvent pas s'y déplacer. Donc envoyer des messages vocaux sur un haut-parleur géant ne fonctionnerait pas. Tu localises la source du bourdonnement et la vises quand tu envoies le fichier audio. Chaque jour, tu envoies quelque chose de différent. Malgré tout, tu n'as aucune nouvelle d'eux pendant une semaine. Il semble que la vie intelligente dans un monde lointain ne soit pas réelle. Les zones situées entre les systèmes stellaires d'une galaxie ne sont pas nécessairement un vide complet. C'est là que se trouve le milieu interstellaire. Il contient des gaz, de la poussière et des rayons cosmiques qui sont des particules d'énergie. Après de nombreux mois d'enregistrement de ce bourdonnement constant, tu essaies toujours de comprendre ce qui se passe. Tu es assis là, te rappelant le moment où la sonde Voyager a été lancée pour la première fois. Tu te souviens avoir couru dehors après avoir joué à tes jeux vidéo. Tu ne pouvais pas voir correctement à cause du soleil et... Tu te fiches sur place et tu as un éclair de génie. Tu consultes tes notes prises dans le passé. La réponse était sous tes yeux pendant tout ce temps. De temps en temps, le Soleil envoie une explosion d'énergie qui fait vibrer le plasma de l'espace interstellaire. Les scientifiques peuvent mesurer la fréquence des ondes lorsque le plasma vibre pour montrer à quel point elles sont proches les unes des autres. Et le jour où le bourdonnement a été émis, il y avait des fréquences irrégulières provenant du Soleil. Donc ce bourdonnement pourrait être le plasma vibrant de façon bizarre à cause des éruptions solaires. Mais ces vibrations à basse fréquence durent plus longtemps que ces sauts et ces pics rapides. Elles sont aussi plus faibles. Tu refais les tests et tu découvres que ce ne sont pas des formes de vie intelligentes qui essaient de te parler. Ce sont les petites vibrations causées par les éruptions solaires. Tu informes ton équipe de cette percée et tout le monde fait la fête. Mais après tous ces tests et toutes ces recherches, tu ne sais toujours pas pourquoi le plasma du milieu interstellaire vibre de cette façon. Ces réponses devront attendre. 2027. Cela fait 50 ans que Voyager 1 a été lancé. Tu as maintenant un âge avancé et tu viens de prendre ta retraite de la NASA. Tu as créé de nombreuses bourses d'études à ton nom et des programmes pour les jeunes qui veulent en savoir plus sur l'espace et la science. Tu retournes une fois de plus dans la salle de contrôle
où tu pensais avoir découvert une vie intelligente sur un monde lointain. Puis tu te souviens de tous les bons moments que tu as passés. Tu dis au revoir à tout cela en sachant que ce sont les derniers moments de Voyager. La sonde a été conçue pour durer jusqu'à 50 ans. Après cela, elle ne sera plus qu'un objet flottant dans l'immensité de l'espace. C'est déjà surprenant de savoir que c'est l'objet humain le plus éloigné de nous sur Terre. Mais il est temps de laisser d'autres personnes prendre ta place. Tu éteins les lumières et tu fermes la porte. La sonde Voyager émet un dernier bip avant le silence éternel. Salut les amis. Nous allons aujourd'hui déboulonner quelques mythes sur l'espace. Montez à bord de notre navette et tirons tout ça au clair une bonne fois pour toutes. Imaginez ça. Vous flottez dans l'espace en buvant une tasse de chocolat chaud lorsqu'une pensée étrange vous vient à l'esprit. Peut-on crier dans l'espace? Et si oui, est-ce que quelqu'un entendrait ce cri? Si vous avez vu Alien, vous connaissez la réponse. On ne peut pas entendre les sons dans l'espace. Ce n'est pas que les sons n'existent pas. C'est juste qu'on ne peut pas les entendre. Il n'y a personne de mieux placé pour déboulonner ce mythe que Chris Hadfield. Il a participé à plusieurs sorties dans l'espace au cours de sa vie d'astronaute. Une fois dans l'obscurité de l'espace, on n'entend plus rien. Tout ce que l'on entend, c'est le silence. Un silence absolu. Mais, juste à côté, il y a une énorme boule de feu, le Soleil. Nous n'entendons pas ces explosions parce qu'il n'y a rien pour porter les sons. Mais ce ne serait probablement pas très agréable pour les astronautes s'ils pouvaient entendre tous les bruits de l'espace. Imaginez que vous naviguez dans l'espace, tel un super-héros du futur, lorsqu'une étoile filante passe tout près de vous. Mais attendez, s'agit-il vraiment d'une étoile? Et non, les étoiles filantes ne sont pas du tout des étoiles. Ce sont de petits cailloux appelés météoroïdes qui pénètrent dans l'atmosphère terrestre et créent un beau spectacle lumineux. Et puisque nous déboulonnons les mythes, en voilà tout de suite un autre. Vous avez probablement entendu dire que les météores ne s'écrasent que très rarement sur la Terre, comme lorsqu'une violente apocalypse décime tous les dinosaures. Ce n'est pas vrai. Les scientifiques estiment qu'environ 48 tonnes de matériaux météoritiques tombent sur Terre chaque jour. Mais la quasi-totalité de ces matériaux se vaporise dans l'atmosphère. La traînée lumineuse que nous voyons dans le ciel est ce que l'on appelle une étoile filante. La prochaine fois que vous ferez un vœu, rappelez-vous qu'il s'agit en réalité d'un minuscule débris spatial. Ce n'est pas si romantique après tout. Peut-on ou non voler dans la stratosphère en montgolfière? Apparemment, c'est possible. La stratosphère terrestre commence relativement près du sol. Elle s'élève à environ 11 ou 12 km au-dessus de la surface de la Terre. Mais elle continue ensuite très haut. Si vous voulez vous envoler jusqu'à la stratosphère à l'aide d'une montgolfière, il vous faudra vous munir d'un très bon équipement. Vous aurez besoin d'une combinaison spéciale et d'appareils respiratoires, car l'air se raréfie au fur et à mesure que l'on s'élève. Bien sûr, si vous allez jusqu'au bout, n'oubliez pas de photographier la courbure de la Terre. Équipez-vous donc d'un harnais de poitrine afin d'y accrocher une caméra ou un appareil photo. Et si vous diffusiez tout cela en direct, ce serait une première. Imaginez qu'il y a 102 jours que vous avez quitté la Terre. Vous vous êtes bien adapté à la vie dans l'espace. Mais quelque chose d'étrange se produit dans votre corps. Vous grandissez. Comment est-ce possible? Ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. En fait, vous ne grandissez pas réellement. C'est simplement que votre corps ne subit plus l'effet de la gravité. Votre corps dispose d'un espace naturel entre les vertèbres et les articulations. Sur Terre, cet espace est presque entièrement comprimé par la force de gravité. Mais dans l'espace, le corps, libéré de cette force, commence à s'étirer. Donc oui, les astronautes grandissent bien de 3% lorsqu'ils effectuent de longues missions. Et voici une curiosité. La NASA ne l'oublie pas lorsqu'elle fabrique des combinaisons spatiales sur mesure. Ainsi, les astronautes disposeront toujours d'un espace supplémentaire dans leur combinaison. Une fois les astronautes de retour sur Terre, l'effet antigravité s'estompera. Ils passeront peut-être quelques jours en pantacourt avant que de retrouver une taille normale, mais tout ira bien. Avez-vous déjà imaginé une porte d'avion s'ouvrant en plein volume et un groupe de passagers aspirés dans l'atmosphère comme de simples plumes?
C'est une chose que l'on voit assez souvent dans les films catastrophes. Imaginez maintenant que cela se produise dans l'espace. On croit communément que si un astronaute est aspiré hors d'un sas, il sera brûlé vif, instantanément. Mais attention, ce n'est pas seulement vrai. En fait, la réalité est bien pire. D'après l'astronaute Chris Hadfield, voici ce qui se passerait. La partie de votre corps située à l'ombre serait soumise à une température de moins 250 degrés. Et la partie exposée au soleil chaufferait, elle, sous une température de 250 degrés. Vos poumons s'affaisseraient et votre sang se mettrait à bouillir. Vous seriez donc brûlé, gelé, incapable de respirer et bouilli. Peu recommandé. Combien de fois avez-vous déjà entendu dire que les astronautes devaient pas s'entraîner chaque seconde de la journée sous peine de s'évanouir? Il s'agit d'un mythe. Vous vous souvenez de ce que nous avons dit de la gravité? En raison de l'absence de gravité dans l'espace, notre corps n'a pas à travailler très dur. Nos torses n'ont pas à porter le poids de nos têtes. Et nous n'avons pas à faire d'efforts pour bouger nos jambes, car on ne marche pas vraiment dans l'espace. Imaginez maintenant que vous viviez ainsi pendant 6 mois, voire 1 an. Vos muscles se transformeraient vite en gelée. Voilà pourquoi les astronautes s'entraînent. Ils s'attachent et courent sur un tapis roulant, ou ils font de l'haltérophilie sur une machine spéciale. De cette façon, leurs muscles ne ressentent pas trop l'absence de la gravité. Ils doivent cependant s'hydrater. Si j'étais astronaute, je demanderais à la NASA si je peux emporter ma gourde d'eau douce dans l'espace avec moi. Vous avez peut-être entendu dire que l'espace sent le steak brûlé, ou la sauce barbecue. Même si cela semble absurde, ce mythe est plus vrai que faux. Les astronautes ne peuvent évidemment pas sentir l'odeur de l'espace lorsqu'ils y sont, car ils ne peuvent pas enlever leur casque. Ils sentent généralement cette odeur une fois que leur véhicule s'est amarré et qu'ils ont ouvert le sas. Apparemment, cette odeur est due à la présence d'hydrocarbures flottant dans l'espace. Qui l'eût cru? Laissez-moi à présent vous poser une question. Pensez-vous vraiment que si les astronautes pouvaient voler à la vitesse de la lumière, ils ne vieilliraient pas d'une seule seconde? Je savais que vous diriez non. Tirons cela au clair. Tout d'abord, nous n'avons pas encore trouvé comment voyager à la vitesse de la lumière. Cela nécessiterait une immense quantité d'énergie et nous ne disposons pas de la technologie nécessaire. Deuxièmement, même si nous parvenions à mettre un humain à l'intérieur d'un vaisseau voyageant à la vitesse de la lumière, cette personne continuerait à vieillir. Elle vieillirait différemment des personnes restées sur Terre. C'est un fait, mais elle vieillirait quand même. Vous croyez vraiment que l'immortalité existe? Et non. Si vous avez vu Avatar 1, vous vous souvenez certainement que les humains ne réussissent à atteindre Pandora que grâce au cryosommeil. Ils congèlent leur corps, les placent dans des lits cryogéniques et voyagent pendant des années sans vieillir. Oui, cela semble incroyable, mais cette technologie n'existe pas encore. Notre corps est principalement constitué d'eau, n'est-ce pas? Et quand on congèle de l'eau, elle se dilate. C'est pourquoi il ne faut jamais laisser une canette de soda sans surveillance dans le congélateur. À l'heure actuelle, si nous congélions le corps d'une personne, l'eau qu'il contient se dilaterait, et cela endommagerait les tissus et les organes. Alors non, nous ne pouvons pas cryodormir pour voyager dans l'espace, pas encore tout au moins. Voici une idée folle. Que se passerait-il si un astronaute emportait un drone lors d'une sortie dans l'espace? À moins qu'il ne s'agisse d'un drone conçu par la NASA, l'engin gèlerait et brûlerait probablement sans protection spéciale. Mais on peut toujours rêver, pas vrai? Les astéroïdes qui volent autour de nous ressemblent parfois à une féroce partie de balle aux prisonniers où l'on ne sait jamais quand l'un d'entre eux peut foncer dans notre direction. Alors on ne peut qu'observer la situation et à espérer que tout ira pour le mieux. Pour évaluer le risque, les scientifiques de différentes organisations doivent étudier la position et la trajectoire des astéroïdes qui s'approchent de notre planète, en particulier ceux qui ont une largeur d'au moins 1 km. La bonne nouvelle, c'est qu'aucun de ces astéroïdes ne nous touchera probablement avant au moins 1000 ans. Ouf! Pour nous donner une idée de leur puissance, des scientifiques ont réalisé une expérience pour simuler l'impact d'un astéroïde aussi gigantesque. L'énergie libérée par la collision serait de l'ordre de 100 000 mégatonnes. Cela équivaut à faire exploser 15 000 tonnes de dynamite. De plus, si un astéroïde de cette taille nous frappait, la Terre se refroidirait considérablement à cause de tous les débris qui pénétreraient dans l'atmosphère et bloqueraient la lumière du Soleil. Dans ce cas, les plantes ne pourraient plus obtenir ce qui les nourrit.
ce qui nous mettrait donc tous en difficulté, les humains comme les animaux. Heureusement, les impacts d'astéroïdes aussi gigantesques sont assez rares. Plus un astéroïde est gros, plus il met de temps à entrer en collision avec la Terre. Par exemple, on estime que les astéroïdes d'un diamètre d'au moins 1 km percutent notre planète environ une fois tous les 700 000 ans. Quant aux astéroïdes encore plus gros, d'une largeur de 5 km, on estime qu'ils ne s'écrasent qu'une fois tous les 30 millions d'années. Youpi! Mais attends, ne te détends pas trop vite! Les astronomes se concentrent sur les très gros astéroïdes, parce que ce sont ceux qui peuvent en quelque sorte condamner notre planète s'ils nous percutent. Oui, tu as tout compris, un peu à la manière des dinosaures. Même si l'un d'entre eux ne nous détruit pas complètement, les dégâts seraient tout de même énormes. Il y a donc encore des astéroïdes qui errent dans les parages, et que nous devons surveiller pour voir comment ils pourraient évoluer au fil du temps. Les scientifiques disposent d'un modèle de suivi qui leur permet de se concentrer sur les parties de la trajectoire d'un astéroïde qui s'approche de notre planète, afin de déterminer si le caillou spatial présente un risque pour nous. Il semblerait qu'un astéroïde, 7482, 1994 PC1, de 1100 mètres de diamètre puisse présenter un certain danger. Il est censé se rapprocher de notre planète dans les 1000 prochaines années. Et quand je dis risqué, cela signifie qu'il y a 0,0151% de chance qu'il s'approche à moins d'une distance Terre-Lune. Elle était déjà passée près de nous en 2022, mais nous avons eu de la chance car elle était assez loin, 1,9 million de kilomètres. Je dirais que nous pouvons nous détendre en ce qui concerne les scénarios d'astéroïdes, pour l'instant. L'impact d'un astéroïde sur la Terre serait une nouveauté pour l'humanité, mais pas pour la planète elle-même. Comme je l'ai dit, ces gros astéroïdes n'ont pas été nombreux jusqu'ici, mais ils ont tout de même eu d'énormes conséquences. Le premier qui vient à l'esprit de la plupart des gens est, bien sûr, l'astéroïde dinosaure, gros comme une montagne, qui a frappé notre planète il y a environ 66 millions d'années, près de la péninsule mexicaine du Yucatan. C'était chaotique. Des tempêtes de feu et des tsunamis se sont produits partout dans le monde. La poussière a bloqué le soleil et la roche vaporisée a libéré du soufre, ce qui a entraîné des pluies acides et l'acidification des océans. Mais il y a eu un autre phénomène encore plus important avant celui-ci. Il y a environ 2 milliards d'années, un gigantesque astéroïde s'est écrasé sur notre planète et a laissé un énorme cratère en Afrique du Sud. Celui que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de cratère de Vredefort. Il semblerait que cet astéroïde ait été encore plus gros que ceux que nous pensions au départ, puisqu'il était 2 fois plus imposant que la roche spatiale qui a fait disparaître les dinosaures. Le cratère de Vredefort est confirmé comme étant le plus grand cratère visible sur Terre, avec un diamètre d'environ 159 km. Mais il était encore plus grand à l'époque où il s'est formé, peut-être même de 250 à 280 km de diamètre. Il est difficile de déterminer sa taille réelle, car le cratère s'érode depuis 2 milliards d'années. C'est un peu comme si l'on découpait des couches sur le bord d'un bol. Le diamètre se réduit à chaque fois. Lorsque l'astéroïde, large de 12 km, qui a anéanti les dinosaures a frappé la Terre il y a environ 66 millions d'années, il a provoqué des destructions massives. Incendies de forêt, pluies acides, tsunamis, et tellement de cendres et de poussière qu'il a modifié le climat de la Terre. Tout cela a entraîné l'extinction d'environ 75% de la vie sur notre planète. L'astéroïde qui a créé le cratère de Vredefort était non seulement plus gros, mais il s'est également déplacé à une vitesse plus élevée, ce qui signifie que les conséquences ont dû être encore plus graves. Mais cela s'est passé il y a vraiment longtemps, et les êtres vivants étaient différents à l'époque. Il s'agissait peut-être de simples bactéries qui n'ont même pas remarqué qu'il se passait quelque chose d'inhabituel. La Terre n'est pas la seule à être touchée. De nombreux impacts se sont également produits dans notre système solaire. Par exemple, dans notre voisinage immédiat, allons voir Mercure et son énorme cratère, le bassin Caloris. Il mesure environ 1500 km de diamètre, soit plus que l'État du Texas. Un anneau de montagnes imposantes entoure le cratère, ce qui le rend encore plus impressionnant. L'image mosaïque du bassin de Caloris présente différentes couleurs. Elles nous en disent plus sur la géologie du bassin. Les parties oranges représentent la lave qui a autrefois inondé le bassin. Ce coulées de lave ont recouvert la surface d'origine et lui ont donné cette teinte orangée si spécifique. Après que la lave a inondé le bassin de Mercure, des cratères plus petits se sont formés au-dessus de la surface de la lave. Ces cratères ont creusé le sol et découvert les matériaux cachés sous la lave. Certains de ces matériaux sont de couleur bleue. Ce matériau bleu pourrait être un indice de ce à quoi ressemblait le sol original du bassin avant que la lave ne le recouvre.
Vénus, la planète la plus chaude de notre système solaire, possède une atmosphère épaisse qui s'accompagne d'un système de défense efficace contre les roches spatiales. Elle est si dense qu'elle brûle la plupart des météores avant même qu'ils n'atteignent sa surface. Par conséquent, les cratères visibles sur Vénus sont moins nombreux que sur les autres planètes rocheuses du système solaire. Mais Vénus présente encore quelques cicatrices qui peuvent nous renseigner sur les graves impacts qui s'y sont produits. L'une des plus grandes cicatrices que nous connaissons est le cratère Meade. Il est énorme, avec un diamètre d'environ 273 km. Le fond intérieur de ce cratère est relativement plat et plus brillant que les alentours. Il est possible que le cratère ait été rempli d'un mélange de roches fondues après l'impact, voire de lave provenant de l'activité volcanique de Vénus. Tu veux avoir une idée de ce à quoi pourrait ressembler la Terre sans sa couche protectrice appelée atmosphère? Il suffit de jeter un coup d'œil à la Lune, dont la surface est parsemée de cratères d'impact. Ce Tycho est l'un des cratères que l'on remarque facilement sur la Lune. Lorsque tu regardes la pleine Lune, tu peux le repérer comme un cercle distinct, avec des rayons lumineux qui irradient vers l'extérieur, légèrement décentrés sur le côté inférieur gauche de la Lune. Ce cratère, d'une largeur de 85 km, possède un magnifique pic central surmonté d'un bloc rocheux intrigant. La taille de ce bloc est impressionnante. Il remplirait environ la moitié d'un pâté de maison sur Terre. Lorsque l'on parle de cratère, il ne faut surtout pas oublier Mars. L'atmosphère de la planète rouge est beaucoup plus fine que celle de la Terre. Lorsque les vaisseaux spatiaux s'approchent de Mars, ils comptent sur l'atmosphère de la planète pour les ralentir lorsqu'ils y pénètrent. Et en effet, l'atmosphère contribue à ralentir les vaisseaux spatiaux lors de l'atterrissage. Mais elle n'est pas encore assez épaisse pour protéger complètement Mars de toutes les roches spatiales qui arrivent en permanence. De juillet à septembre 2018, une tache sombre est apparue sur le pôle sud de Mars. Elle se compose de deux motifs distincts. Selon une théorie, le plus grand motif de souffle, de couleur plus claire, peut être le résultat d'une onde de choc d'impact décapant la surface de glace. L'impact a généré des vents qui se sont étendus et ont érodé la glace. Le modèle d'explosion interne, de couleur plus foncée, est dû au fait que l'objet ayant subi l'impact a réussi à pénétrer dans la fine couche de glace. En heurtant la surface, il a projeté du sable foncé et des débris dans toutes les directions. Si un astéroïde comme Apophis frappait la Terre, nous serions détruits. D'immenses séismes secoueraient la Terre et des tsunamis inonderaient tout. Apophis, un corps céleste vieux de plusieurs milliards d'années, est présent dans le système solaire depuis sa création. Vous vous demandez sans doute quelle est la probabilité que ce gigantesque caillou entre en collision avec notre planète en 2029 ? Eh bien, nous allons voir ça, d'accord ? Apophis est un énorme astéroïde découvert en 2004 par l'Observatoire national de Kitt Peak en Arizona. Depuis, on dit de lui qu'il est l'un des astéroïdes les plus dangereux jamais localisés. Il fait environ 330 mètres de large. C'est un peu plus grand que l'Empire State Building ou la Tour Eiffel. C'est parce qu'il fait si peur qu'on l'a baptisé Apophis, du nom de la créature immortelle égyptienne qui apportait l'obscurité éternelle et la destruction. En 2021, les chercheurs ont eu l'occasion exceptionnelle d'étudier ce rocher flottant lorsqu'il est à passer près de notre planète. Nous y reviendrons dans une minute. Certains scientifiques disent qu'il y a 2,7% de chances qu'Apophis frappe la Terre le vendredi 13 avril 2029. Ce serait l'effet Yarkovsky qui serait en cause, car il pousserait ce gros rocher spatial vers la Terre. Cet effet provient de l'émission inégale de photons thermiques, dont le résultat est une force inimaginable s'exerçant sur l'objet touché. Ces photons exercent une poussée immense et jouent un rôle essentiel dans la dynamique du corps en question. L'astéroïde possède deux faces, une sombre et une claire, tout comme la Lune. La face claire est tournée vers le Soleil et est plus chaude que la face sombre. Mais l'objet tourne lui-même, de sorte que ses faces changent constamment de direction et de température. Ces changements n'ont rien de bon, car ils poussent légèrement Apophis vers la Terre. Malheureusement, personne ne sait comment l'effet Yarkovsky influencera la trajectoire de l'astéroïde. D'autre part, lors du dernier passage de l'astéroïde près de la Terre en 2021, les astronomes ont utilisé des radars pour prendre des mesures précises de sa trajectoire, et ils ont pu conclure qu'Apophis passera à environ 3002 000 km de la Terre en 2029, et ne nous dérangera plus pendant au moins 100 ans. En général, tous les 8000 ans,
notre planète est touchée par une étoile filante de dimension similaire à celle d'Apophis. La dernière fois que nous avons été frappés par un météore légèrement plus petit, c'était en 2013. Un nouvel engin spatial développé par la NASA, appelé OSIRIS-REx, a été lancé en 2016 pour collecter des échantillons sur un autre corps céleste légèrement moins terrifiant, Bennu. 4 ans plus tard, il a finalement atteint l'objet visé, a pris quelques échantillons, a rapidement dit au revoir à Bennu et est retourné vers la Terre. Les échantillons ont été stockés en toute sécurité dans une capsule déposée dans l'Utah. Jusqu'à présent, il s'agit de l'échantillon le plus significatif jamais prélevé sur un astéroïde. Après sa livraison, le vaisseau n'a pas perdu de temps et s'est lancé à la poursuite d'Apophis. Pour cette mission, OSIRIS-REx a été renommé OSIRIS-APEX et il joue actuellement à chatte avec Apophis. Avec un peu de chance, le 2 avril 2029, lorsque l'astéroïde passera près de la Terre, la sonde spatiale atteindra Apophis pour s'y poser. Elle restera dessus pendant 18 mois, collectant des informations précieuses et prenant des milliers de photos. L'astéroïde sera surveillé à l'aide de puissants télescopes. À un certain moment, Apophis sera trop près du Soleil, et c'est alors OSIRIS-APEX qui s'occupera de le surveiller. Si vous vivez en Europe, en Asie de l'Ouest ou en Afrique, vous faites partie des chanceux qui auront l'opportunité unique dans une vie de voir Apophis à l'œil nu. Il sera visible dans le ciel de ces régions en 2029, et ceux qui ont des télescopes pourront à nouveau l'apercevoir en 2036. OSIRIS-APEX va certainement rencontrer quelques problèmes, car l'astéroïde a une croûte épaisse et l'engin spatial ne sera pas en mesure de collecter des données aussi facilement que sur Bennu. OSIRIS-APEX possède un propulseur unique qui soufflera toute la poussière d'Apophis lors de son atterrissage. Ce sera une occasion parfaite pour analyser la surface de l'astéroïde et pour voir de quoi il est fait. La sonde passera 1 an et demi à cartographier l'astéroïde en essayant de détecter des changements dans sa forme. Toutes ces recherches montreront comment le corps céleste se déplace et nous aurons une meilleure idée de comment protéger notre planète de tels objets. En 2025, la NASA va également lancer la mission Apophis Pathfinder et ce sera le premier vaisseau spatial à jamais toucher cet astéroïde. Il atterrira environ 1 an après son lancement. De plus, la NASA a proposé d'envoyer un essaim de petits engins pour permettre à l'humanité de développer des tactiques de protection efficaces contre les impacts d'astéroïdes. Nous savons qu'Apophis provient de la ceinture d'astéroïdes principale située entre Mars et Jupiter. Au cours du dernier million d'années, ce corps céleste a changé de trajectoire en raison de l'influence considérable de la gravité de Jupiter. Maintenant, il semble favoriser davantage le Soleil, ce qui veut dire que cet astéroïde est très proche de la Terre. C'est pourquoi il est classé parmi les corps célestes voisins de notre planète. De nombreux tests ont été effectués pour trouver un moyen de s'occuper de ces astéroïdes. Parmi les solutions, il y a le forage et la détonation du corps spatial de l'intérieur, mais on teste aussi de nouvelles technologies, comme attacher des fusées afin de rediriger l'objet nuisible loin de la Terre. Nous pourrions également le frapper avec une force suffisamment puissante pour qu'il change de direction. Apophis est un astéroïde de type S composé de roches et de métaux, fer, nickel, etc., et qui ressemble à une cacahuète. Il peut nous en apprendre beaucoup sur le passé et aussi sur l'avenir. Les échantillons recueillis peuvent nous révéler comment la vie sur Terre a commencé et comment les plantes sont apparues. De nombreuses théories nous suggèrent que l'eau est arrivée sur notre planète grâce à un astéroïde ou une comète. Les astéroïdes sont comme de précieuses capsules temporelles. Contrairement aux roches terriennes, qui ont subi d'innombrables changements, comme l'érosion, la plupart des corps célestes sont intacts et beaucoup plus faciles à étudier. Quand des météores tombent sur Terre, ils sont recouverts de débris impossibles à nettoyer. Voilà pourquoi il est si important d'étudier Apophis dès maintenant. De plus, certains astéroïdes sont faits de métaux précieux, comme le platine. En ce moment, nous avons une forte demande en métaux destinés à l'industrie, et l'exploitation minière sur Terre est assez difficile. Un seul grand météore pourrait nous fournir en fer, en nickel, en or et en platine pour des millions d'années. Si Apophis contient tous ces métaux, il nous faudra le décomposer et le ramener sur Terre. Un seul astéroïde pourrait valoir des milliards de dollars. L'exploitation minière spatiale serait alors extrêmement rentable. Pourtant, cela nous coûterait plus cher de le ramener sur Terre que d'extraire ces matériaux ici. Avec le progrès technologique et le développement de nouveaux types de fusées,
ce sera peut-être un jour possible. Donc, même si nous n'avons rien à craindre d'Apophis pendant encore une centaine d'années, il nous faut quand même savoir ce qui se passerait si un tel impact se produisait. Allez, avouez-le, vous voulez savoir. Eh bien, laissez-moi vous dire que vous entendriez un énorme bruit et que vous sauriez qu'une catastrophe est arrivée même à des kilomètres de distance. Il vous faudrait partir de chez vous immédiatement. Peu après l'impact, de violents séismes se produiraient et les immeubles tomberaient comme d'eux-mêmes. Se tenir à l'écart des villes serait probablement la meilleure chose à faire. Mais il ne faudrait pas fuir en voiture. Il y aurait d'énormes embouteillages et tout le monde paniquerait. Vous déplacer à pied ou à vélo serait votre meilleure option dans ce scénario. Un moyen de transport privilégié serait l'avion. Du coup, si vous avez toujours rêvé d'obtenir votre brevet de pilote, vous avez maintenant une bonne excuse. Il vous faudrait aussi prendre de quoi manger et de quoi boire, et une paire de chaussettes en plus. Vivre près de l'océan ou de la mer est agréable, mais dans ce scénario, il n'y aurait pas pire endroit. D'énormes vagues frapperaient en effet les côtes après l'impact. Loin de la zone d'impact, les tsunamis pourraient en prendre jusqu'à 30 heures pour arriver. Ça vous laisserait un peu de temps pour vous préparer. Personne ne t'entendra crier dans l'espace, ou quelque chose comme ça. Nous avons tous entendu cette phrase qui fait froid dans le dos. Et c'est vrai, l'espace est en grande partie constitué d'un gigantesque néant. Il y a beaucoup d'espace dans l'espace. Mais cela ne signifie pas qu'il n'y ait pas de bruit. En fait, il y en a beaucoup. Et certains d'entre eux pourraient même te faire frissonner. Nous allons nous pencher sur les sons les plus effrayants de l'espace. Tout d'abord, comment les bruits cosmiques sont-ils enregistrés ? Le son n'est que la vibration de molécules. Lorsque tu cries, les molécules se poussent furieusement les unes les autres jusqu'à ce qu'elles atteignent l'oreille de la personne en face de toi. Ces vibrations sont alors transmises au cerveau et nous les reconnaissons comme quelque chose dont il nous faut parfois nous excuser. Pour entendre quelque chose, nous avons donc besoin des molécules. Et c'est là que ça se complique. Il n'y en a pas dans l'espace. L'univers est presque entièrement constitué de vide. Oui, de vide absolu. Cependant, les magiciens de la NASA parviennent tout de même à enregistrer les sons de l'espace. Comment font-ils ? Eh bien, il existe certains types d'ondes qui n'ont rien à voir avec les molécules. Nous, les gens ordinaires, ne pouvons pas les percevoir sans certains appareils. Parmi ces ondes, il y a par exemple les ondes radio. Nous avons besoin d'une radio ou d'un appareil de ce type pour les reconnaître. Et c'est exactement ce que font les satellites de la NASA. Ils captent des ondes radio. Grâce à eux, nous pouvons connaître le bruit que font les corps cosmiques. Ces satellites enregistrent une multitude d'ondes, la fluctuation des plasmas, les champs magnétiques et d'autres choses. Les scientifiques de la NASA transforment ensuite tout cela en pistes sonores ordinaires. Et certaines de ces choses font un bruit assez effrayant, c'est le moins que l'on puisse dire. Prenons par exemple notre champ magnétique. Il entoure notre planète comme un bouclier invisible, nous protégeant de toutes sortes de nuisances comme les radiations ou les vents solaires. Nous ne pouvons ni le voir, ni le sentir, mais aujourd'hui nous pouvons l'entendre. Des chercheurs de l'Université technique du Danemark ont recueilli des ondes magnétiques enregistrées par le satellite Swarm de l'ESA. Ils les ont ensuite converties en pistes audio et ont obtenu un résultat assez effrayant. En vérité, ça ressemble plutôt au bruit d'une effroyable créature nocturne. Et si tu as en tête la carte du champ magnétique terrestre, tu auras l'impression qu'une araignée rôde dans les parages. Brrr! Et ce n'est pas le seul son étrange que nous avons capté sur Terre. Récemment, nous avons capté un autre signal radio en provenance de l'espace. Les scientifiques ont découvert qu'il provenait d'un endroit très éloigné, à des milliards d'années-lumière de nous. Ces salves ne durent généralement pas plus de quelques millisecondes, mais celle-ci était exceptionnelle. Elle a duré environ 3 secondes, soit des milliers de fois plus longtemps que d'habitude. En même temps, le signal était très précis, à tel point que les scientifiques l'ont même comparé à un battement de cœur. Les scientifiques pensent que ce signal est causé par des pulsars ou des étoiles à neutrons. Autrefois, Nikola Tesla a capté quelque chose de similaire. Malheureusement, à l'époque, on ne connaissait pas les pulsars. Tesla était donc persuadé d'avoir capté le message de créatures extraterrestres. Mais la vérité s'est avérée beaucoup moins fascinante. Passons maintenant de la Terre à la Lune. En 1969, les astronautes de la mission Apollo 10, la navette qui a effectué le dernier vol d'essai vers la Lune, ont survolé sa surface.
Ils ont alors capté d'étranges signaux provenant de la face cachée de notre satellite. Nous ne voyons jamais cette face car la Lune est en état de verrouillage gravitationnel. Le son était si étrange que les astronautes ne savaient pas s'ils devaient le signaler à la NASA. Ils craignaient de ne pas être pris au sérieux, voire de ne pas être autorisés à participer aux prochaines missions spatiales. Voici à quoi cela ressemblait. Selon la NASA, il ne s'agit pas du tout d'une étrange musique extraterrestre. Il s'agit peut-être simplement d'ondes radio qui se sont modifiées les unes les autres en raison de leur proximité. Mais les astronautes qui l'ont entendu pour la première fois ont quand même eu un peu peur. Et qu'en est-il des autres planètes ? Il y a 40 ans, des scientifiques ont exploré la surface de Vénus. Ils y ont envoyé une dizaine de sondes pour y enregistrer des sons et des images. Nous savons maintenant quel genre de bruit émet Vénus, qui pourrait facilement nous détruire si nous nous en approchions. On ne s'attendait pas à autre chose de la part de la planète la plus dangereuse du système solaire. Hélas, Vénus est encore plus toxique que les trolls qui sévissent sur Twitter. Et ces sondes n'ont pas fait long feu. Elles sont rapidement tombées en panne après leur arrivée. Ensuite, nous avons Jupiter. Ce géant de l'espace, qui est 11 fois plus grand que la Terre, est absolument terrifiant. Une des sondes de la NASA, Juno, tourne autour de Jupiter toutes les quelques semaines. Elle se déplace à une vitesse phénoménale, à 209 214 km/h. Un jour, Juno a enregistré l'un des signaux invisibles les plus puissants qu'elle ait jamais rencontrés. Les violents vents solaires venaient d'entrer en conflit avec le champ magnétique de Jupiter. Cela fit un énorme boom cosmique. Le son original a duré 2 heures, mais il a été réduit à quelques secondes. En fait, cela ressemble assez au bruit d'une vague qui se brise sur un rocher. Mais rien de cela n'est comparable à l'horreur venue de l'une des petites lunes de Jupiter, Ganymède. En 2021, la sonde spatiale Galileo l'a survolée. Au cours de son vol, elle a capté quelque chose d'assez étrange. Ces bruits sont des radiations de satellites. On dirait un peu le bruit d'une jungle ou celui de milliers de chauves-souris qui attendent de te surprendre en pleine nuit. Passons maintenant à Saturne. Ce signal a été capté par la station interplanétaire automatique Cassini-Huygens, lancée dans l'espace en 1997. En passant devant Saturne, Cassini a enregistré un son assez effrayant. Ces cris tout droit sortis de l'enfer ne sont que de simples ondes radio. Et ce n'est pas très différent de ce qu'émettent les aurores boréales sur Terre. Un peu plus tard, Cassini a capté un autre signal, le bruit des éclairs et des orages sur Saturne. Ces sons sont assez intéressants. On dirait un peu des pop-corns qui éclatent ou un compteur Geiger, n'est-ce pas ? Mais c'est simplement parce que ces éclairs sont extrêmement rapides. Nous allons maintenant sortir du système solaire. La célèbre sonde Voyager 1 a été lancée en 1977 et continue de nous envoyer des données 40 ans après son décollage. En 2012, elle a quitté le système solaire pour entrer dans l'espace interstellaire. C'est alors que Voyager 1 a enregistré des ondes de plasma. L'enregistrement original a duré 7 mois. Mais les scientifiques ont eu pitié de nous et l'ont réduite à 12 secondes. Ce n'est pas vraiment sinistre, mais ce n'est pas très rassurant non plus. Et bien qu'il semble que rien ne puisse surpasser les horreurs de Saturne, nous allons maintenant examiner l'un des objets les plus effrayants de l'univers, un trou noir. Ce son a été enregistré par le télescope spatial Chandra. En étudiant un amas de galaxies dans la constellation de Persée, on a découvert quelque chose d'étrange. Les mouvements ondulatoires au centre de l'amas. Ils s'étendent dans toutes les directions comme des cercles sur l'eau. Les scientifiques ont déclaré que ce phénomène était dû à un trou noir supermassif. Or, les trous noirs ne dévorent pas toujours entièrement les objets spatiaux. Parfois, ils les recrachent. Cela entraîne des vibrations gazeuses que l'on peut convertir en bandes sonores. Ce qui est intéressant, c'est que l'oscillation de chacune de ces ondes dure environ 10 millions d'années. Cet enregistrement est donc très accéléré. Les scientifiques ont réduit le délai entre les oscillations environ 144 quadrillions de fois. Et voilà ce que ça donne. C'est probablement le son le plus sinistre de notre liste.
Il n'est ni très puissant ni très violent. Il a plutôt quelque chose de sombre et d'inquiétant. Voici donc les sons spatiaux les plus effrayants captés par la NASA. Comme je l'ai dit, la plupart d'entre eux ne sont que des ondes radio. Mais il est toujours amusant de se faire peur de temps en temps. Quelque chose s'approche de la surface de la planète. Il s'agit d'une boule de feu qui se rapproche de plus en plus à une vitesse phénoménale. Bientôt, il devient évident que la collision est inévitable. Bam! L'impact laisse un énorme cratère. Il vaporise des milliers de kilomètres cubes de roches solides et il déclenche une série de terribles catastrophes naturelles. Oui, je sais ce que tu te dis. Tu crois que je parle de la collision cataclysmique qui s'est produite il y a environ 66 millions d'années sur Terre. Tu sais, celle qui est responsable de l'extinction de la plupart des dinosaures et des 3/4 des autres formes de vie du globe. Mais non, la catastrophe dont je parle s'est produite sur une autre planète. Les scientifiques pensent que notre prochaine voisine, Mars, a connu la même catastrophe que la Terre. Cela se serait passé il y a environ 3,4 milliards d'années. La collision d'un astéroïde pourrait ainsi avoir provoqué un méga tsunami sur la planète rouge, semblable à celui provoqué par l'impact de Chicxulub sur notre Terre. Les chercheurs ont identifié un cratère d'impact sur Mars qui a probablement été laissé par la collision d'une comète ou d'un astéroïde avec sa surface. Ce corps spatial s'est vraisemblablement écrasé dans un océan situé dans les basses terres du nord de la planète Mars. L'impact a été si puissant qu'il a provoqué un immense raz-de-marée. Avant les études les plus récentes, l'emplacement exact de ce cratère n'avait pas encore été vérifié. Il n'était que théorique. Pour le confirmer, une équipe d'astronomes a simulé l'impact d'une comète ou d'un astéroïde dans la zone où ils supposaient que se trouvait le cratère. Ils ont même baptisé celui-ci Pôle. Pôle mesure 109 km de diamètre et se trouve dans une région située à près de 120 mètres sous le niveau supposé de la mer. En tout état de cause, ces simulations ont généré plusieurs cratères de la même taille que Pôle. L'une de ces modélisations tend même à prouver que ce cratère aurait été laissé par un astéroïde de 8 km de large, qui aurait rencontré une forte résistance au sol. Une autre simulation a montré que le cratère pourrait avoir été causé par un astéroïde un peu plus petit et qui aurait rencontré une résistance au sol plus faible. Mais d'après les deux schémas, le cratère d'impact aurait eu un diamètre de près de 112 km. Et le méga tsunami provoqué par la collision se serait propagé jusqu'à 1450 km du point d'impact. Ces simulations ont également aidé les scientifiques à estimer la hauteur du tsunami. Il mesurait environ 250 mètres de haut, soit presque autant que la tour Eiffel. Les auteurs de cette étude suggèrent également que le cratère Pôle pourrait être similaire au cratère d'impact de Chicxulub sur notre planète. La météorite de Chicxulub, telle que nous la connaissons aujourd'hui, proviendrait des confins du système solaire. Ce corps spatial mesurait au moins 10 km de diamètre et il s'est écrasé dans les eaux peu profondes de la péninsule du Yucatan. Cette collision a été si puissante qu'elle a laissé sa marque sur toute la surface de notre planète. En 2021, les chercheurs ont découvert que la collision avait causé des méga-ondulations de la croûte terrestre dans l'actuelle région du centre de la Louisiane. Une étude encore plus récente suggère que l'astéroïde aurait également déclenché un tsunami si dévastateur qu'il a arraché des sédiments du plancher océanique jusqu'à l'autre bout du monde. L'équipe scientifique a reconstitué les événements des 10 premières minutes suivant l'impact. Ce modèle a montré que l'astéroïde avait produit des vagues jusqu'à 30 000 fois plus fortes que l'un des plus grands tsunamis jamais enregistrés, celui de l'océan Indien qui a frappé l'Indonésie en 2004. La collision a déplacé une telle quantité d'eau qu'elle a généré une vague de presque 2 km de haut. C'est comme 2 Burj Khalifa, soit la plus haute construction du monde, empilés l'un sur l'autre. Et bien sûr, tout cet espace vide n'est pas resté vide bien longtemps. L'océan s'est engouffré dans le cratère d'impact, mais ce faisant, il n'a fait que s'abattre sur ses rebords, ce qui a produit encore plus de vagues. Par la suite, des raz-de-marée de plus de 10 mètres de haut ont sillonné le monde à une vitesse d'1 mètre par seconde, frappant toutes les côtes sur leur passage. Imagine un immeuble de 3 étages qui se précipite sur toi. Il n'est pas étonnant que les vagues les plus importantes et les plus rapides se soient produites près de la zone d'impact, dans les eaux libres du golfe du Mexique.
Celles-ci ont atteint une hauteur de plus de 100 mètres, soit davantage que la Statue de la Liberté, et se sont déplacées à une vitesse 10 fois supérieure à celle des vagues tsunamis les plus éloignées. Mais revenons à la planète rouge. Certains experts pensent que ce n'est pas un, mais 2 méga-tsunamis qui auraient pu déchirer Mars. Ils pourraient avoir été déclenchés par 2 impacts de météorites qui se seraient produits à plusieurs millions d'années d'intervalle. Entre ces 2 collisions, Mars a connu une période de changement climatique, en conséquence de quoi l'eau liquide à sa surface s'est transformée en glace. En d'autres termes, le premier impact d'astéroïde a probablement entraîné des vagues d'eau liquide. Quant au second tsunami, il aura probablement été constitué d'éclats de glace. Par ailleurs, le plus gros astéroïde à avoir jamais percuté la Terre ne serait peut-être pas celui qui a mis fin à l'existence des dinosaures. Une collision beaucoup plus dévastatrice s'est probablement produite il y a environ 3,5 milliards d'années. De nouvelles preuves découvertes par les scientifiques dans le nord-ouest de l'Australie suggèrent que l'astéroïde dont nous parlons avait un diamètre de 20 à 30 km. Il aurait heurté la Terre à une vitesse phénoménale, libérant une inimaginable quantité d'énergie. Voilà qui prête à réflexion. Et si une chose pareille se produisait de nos jours ? Plus de 30 000 objets qui tournent autour de la Terre en ce moment même pourraient potentiellement s'écraser sur notre planète. La NASA considère qu'environ 1500 d'entre eux sont potentiellement dangereux. Ces roches spatiales sont les vestiges de la formation de notre système solaire il y a 4,6 milliards d'années. Ainsi, en 2004, des astronomes ont découvert un énorme astéroïde qui s'approchait de la Terre. Les premières observations ont montré que le risque que cette roche spatiale heurte notre planète était inférieur à 3%. Cet astéroïde a été baptisé Apophis. Il mesure plus de 365 mètres de diamètre et pèse environ 20 millions de tonnes. Il devrait traverser notre ciel le 13 avril 2029. Apophis passera à une distance de 30 000 km de la surface terrestre. Mais même si ce caillou manque notre planète en 2029, cela ne veut pas dire qu'il ne reviendra pas 15 ans plus tard, en 2036. Si un tel objet nous heurtait, les conséquences seraient imprévisibles. Elles pourraient aller de l'explosion des fenêtres alentour à la disparition de la plupart des formes de vie terrestres. Ah, et ça détraquera probablement Internet. Oui, cette dernière pensée est vraiment effrayante. Mais fort heureusement, nos technologies modernes peuvent nous aider à éviter ces conséquences dramatiques. Les experts ont mis au point plusieurs moyens d'éviter qu'un scénario catastrophe ne se concrétise. Tout d'abord, nous pourrions utiliser un engin spatial pour faire dévier de sa trajectoire ce visiteur venu de l'espace. On pourrait aussi le faire exploser en 1000 morceaux. Les scientifiques pourraient également ralentir l'astéroïde à l'aide d'une concentration de lumière solaire. Enfin, on pourrait probablement l'éloigner à l'aide d'un tracteur gravitationnel. Il s'agit, dans la théorie, d'un engin spatial capable d'influer sur des objets spatiaux sans les toucher. Dans les films de science-fiction, il arrive souvent qu'un énorme astéroïde s'approche en douce de la Terre et se révèle être une très mauvaise surprise pour les astronomes. Il se précipite sur notre planète à une vitesse vertigineuse et n'est découvert que quelques semaines, voire quelques jours, avant la collision. En réalité, les scientifiques surveillent en permanence tous les objets massifs qui se trouvent dans le voisinage de la Terre. Cela signifie qu'il y a suffisamment de temps pour réagir avant que l'inévitable ne se produise. Il existe 3 types de missions que les scientifiques pourraient échafauder à court terme. Le type 0, un engin spatial lourd qui se précipite vers l'intrus avec un seul objectif, le faire dévier de sa trajectoire. Dans un pareil cas, les astronomes doivent s'appuyer sur les informations déjà disponibles. La mission de type 1 implique une sorte d'éclaireur. Il serait d'abord envoyé pour obtenir des informations plus précises sur cette roche spatiale. Ce n'est qu'ensuite que l'engin principal serait lancé. Avec des informations plus détaillées, son voyage n'en sera que plus fructueux. Si les scientifiques choisissent la mission de type 2, ils enverront simultanément un éclaireur et un petit engin spatial. Ce dernier dévierait légèrement l'astéroïde de sa trajectoire et l'éclaireur recueillerait ensuite toutes les informations nécessaires. Sur la base de ces données, l'engin spatial terminerait son travail par une seconde poussée plus précise de l'astéroïde. Si aucune de ces méthodes ne fonctionne, on pourrait essayer de se réfugier sous terre ou même de construire des abris au fond de l'océan. Mais dans un pareil cas, il faudrait trouver des sources d'énergie qui nous permettent de survivre pendant au moins plusieurs décennies.
En outre, il nous faudrait créer un système de survie capable de nous approvisionner en air et en eau douce. Deux images changent rapidement devant tes yeux. Notre immense planète et un vide noir. L'image de la Terre devient de plus en plus petite à chaque seconde. Tu t'envoles du vaisseau spatial dans le vide infini et tu ne sais pas ce que tu dois faire. La Station spatiale internationale vole à 400 km au-dessus de la surface de la Terre. Une sortie dans l'espace est une activité de routine pour les astronautes qui y travaillent. À ce jour, ils ont déjà passé plus de 11 000 heures dans l'espace abyssal. Mais, par chance, personne ne s'est encore jamais envolé, comme on a pu le voir au cinéma. Malheureusement, les astronautes sont confrontés à d'autres dangers, non moins terribles, lors de leur sortie dans l'espace. L'un de ces accidents s'est produit en 1966. Eugene Cernan a enfilé son réacteur dorsal et est sorti de la station pour effectuer des travaux de réparation. Le réacteur, qui permettait à notre astronaute de voler en apesanteur, chauffait beaucoup. Eugene avait donc mis un pantalon de protection spécial en métal. Mais cette protection n'a pas été suffisante lors de sa sortie. Au lieu d'éloigner la chaleur, le pantalon a commencé lui-même à chauffer. La combinaison était lourde et inconfortable, comme une armure. Elle frottait contre sa peau et limitait ses mouvements. Travailler en apesanteur est très éprouvant. Et ce jour-là, Eugene a également dû faire face à ce problème de combinaison. À l'intérieur de celle-ci, il avait l'impression d'être dans un bain chaud. La température élevée et le travail intense l'ont extrêmement fatigué, déshydraté, et il a perdu beaucoup de poids. Son visage transpirait et la sueur l'aveuglait. Au cours de cette sortie, notre astronaute a perdu environ 6 kg. Ses camarades sont venus à son secours et l'ont ramené à bord de la navette. Afin de limiter la surchauffe, ils l'ont aspergé d'eau froide à l'aide d'un tuyau. Pour sortir dans l'espace infini, les astronautes doivent porter une combinaison qui est comme une cage pour leur corps. Un autre incident dangereux s'est produit en 1973. Deux astronautes, Pete Conrad et Joe Kerwin, sont sortis dans l'espace afin de réparer une aile solaire de la station spatiale Skylab. L'aile ne tournait plus et les astronautes ont essayé de la déplacer manuellement. En utilisant la force, ils ont réussi à la décoincer, mais l'aile les a repoussés. Et la poussée a été si forte qu'elle a projeté les deux astronautes au loin. Ils n'ont pas eu le temps de s'accrocher à quoi que ce soit et se sont envolés dans l'espace. Heureusement, ils étaient équipés de câbles de sécurité. Grâce à eux, les astronautes ont pu revenir à bon port. Dans une combinaison spatiale moderne ordinaire, il y a plus de 10 couches de protection. Une telle combinaison protège contre les températures extrêmement froides et chaudes. Elle est résistante aux déchirures et ne laisse pas passer l'humidité. Cette protection est nécessaire pour éviter la dépressurisation. S'il y a le moindre espace entre ton corps et l'extérieur, tout l'oxygène commencera à s'échapper de la combinaison. Plus la combinaison perd d'oxygène, plus le vide se fait sentir. Cela peut avoir des conséquences terribles, comme l'asphyxie et l'augmentation du volume de ton corps. C'est comme si tu te mettais à gonfler de l'intérieur. En 2007, Rick Mastracchio est sorti dans l'espace pour effectuer quelques réparations. Mais il y avait un trou dans son gant gauche, près de son pouce. Il se trouvait sur la couche extérieure du gant. Et le pire, c'est que l'astronaute ne l'avait pas remarqué. Il a continué à travailler normalement. Mais une première couche endommagée peut entraîner la détérioration de la deuxième, et puis celle de la troisième. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que le vide atteigne la peau de l'astronaute. Rick devait travailler 6 heures dans l'espace, mais au cours de la 4e heure, il a remarqué les dégâts sur sa combinaison spatiale. L'astronaute l'a signalé au commandement et a reçu l'ordre de retourner au vaisseau. Il n'a jamais su comment le trou était apparu. À l'intérieur de l'ISS, il y a de nombreux produits chimiques nécessaires au travail dans l'espace. Par exemple, l'ammoniac a la propriété de geler presque n'importe quelle surface. Ce gel chimique est utilisé pour refroidir certains composants en cas de surchauffe. La fuite de cette substance dans l'ISS est pratiquement impossible. C'est exactement ce que les experts avaient dit à Robert Curbeam lors de l'entraînement précédant son premier vol dans l'espace.
et un accident est arrivé lors de sa première sortie en 2001. Robert travaillait à l'extérieur de la station spatiale lorsqu'il y a eu une fuite d'ammoniac. Le liquide a éclaboussé sa combinaison. Une épaisse couche de glace a rapidement recouvert le verre de son casque. Robert ne voyait plus rien. Il pensait avoir cassé quelque chose, mais l'accident n'était pas de sa faute. Grâce aux couches protectrices de sa combinaison, il ne pouvait pas geler. Mais l'ammoniac limitait fortement ses mouvements. Le principal problème était qu'il ne pouvait pas retourner au vaisseau. La substance pouvait pénétrer dans la station, ce qui risquait de provoquer un accident plus grave encore. Il a donc dû rester dans l'espace pendant 1 heure et demie en attendant que la fuite diminue. Après ça, il a pu retourner à la station. Pour se rendre compte de la difficulté du travail dans l'espace, il faut comprendre ce qu'est une combinaison spatiale. Elle pèse 120 kg, soit autant qu'un scooter. Tu ne sentiras pas son poids en apesanteur, mais elle te fera tout de même transpirer. L'astronaute Chris Hadfield l'a décrite ainsi. Chaque mouvement à l'intérieur d'une combinaison spatiale rencontre une résistance. La combinaison gratte ta peau, comprime tes os et tes articulations, et t'oblige à dépenser 2 fois plus d'énergie pour des mouvements simples. Dans de telles conditions, tu commences à transpirer et tes yeux sont mouillés. Cette humidité flotte dans ton casque et t'aveugle, puis elle s'évapore. Mais s'il y a trop d'humidité, elle peut menacer la vie d'un astronaute. Un tel cas s'est produit en 2013 avec l'astronaute Luca Parmitano. Il est sorti dans l'espace pour mesurer quelque chose à l'extérieur de la station. À un moment donné, il a senti que l'arrière de sa tête était mouillé. Il en a informé les autres et a reçu l'ordre de rentrer. Pour revenir, Luca devait se retourner, tête en bas. Dès qu'il l'a fait, de l'eau a jailli dans son casque. Son visage en a été presque entièrement recouvert. Il ne pouvait ni voir, ni entendre. Il a essayé de signaler le problème à la base, mais l'eau recouvrait aussi sa bouche. Heureusement, ses camarades l'ont secouru et l'ont ramené à la station. Lorsqu'ils ont ouvert son casque, près de 2 litres d'eau se sont déversés. Les câbles sont très efficaces pour éviter que les astronautes ne s'envolent. Mais que se passerait-il si l'un d'eux se rompait lors d'une violente secousse ou parce qu'il n'aurait pas été bien attaché ? Pour une meilleure protection, il existe un système appelé SAFER, aide simplifiée pour sortie extravéhiculaire. C'est comme un réacteur dorsal. Des gaz s'échappent de ces petits tubes pour changer la direction de ton vol. Si tu tournoises dans l'espace, ce système s'arrête et ajuste tes mouvements. Tu peux le contrôler à l'aide d'un joystick spécial. Le SAFER a été utilisé pour la première fois en 1994. Mais avant que les ingénieurs ne le créent, il y avait le MMU, le dispositif de manœuvre pour équipage. En 1984, l'astronaute Bruce McCandless l'a utilisé pour la première fois. Tu as peut-être vu cette célèbre photo où il flotte sans câble dans l'espace. Le problème, c'est que Bruce était le premier à tester un tel réacteur dorsal. Il n'était pas sûr à 100% qu'il fonctionnerait. Il est sorti dans l'espace et a décroché son câble. Rien ne le retenait plus et il pouvait s'envoler dans le vide infini et son équipe n'aurait pas pu le sauver. Imagine comme ça a dû être effrayant. Heureusement, le réacteur a fonctionné. Cependant, après 3 missions, la NASA a décidé de ne plus utiliser le MMU car il y avait des risques. Après cette expérience, les ingénieurs ont inventé le SAFER. Les propulseurs et les câbles sont très fiables. Mais la meilleure protection d'un astronaute, ce sont ses compétences. Les astronautes étudient pendant 6 ans, puis passent plusieurs années à suivre une formation spécialisée. Ils passent tous de nombreuses heures à s'entraîner grâce à des programmes de simulation. Ils entraînent leur corps, leur endurance et leur esprit, car, dans un cadre aussi dangereux que peut l'être l'espace, il est essentiel de savoir garder son calme. Les astéroïdes ne sont pas aussi rares sur notre planète que nous ne le pensons. Environ 17 000 d'entre eux nous rendent visite chaque année. Tu en as même probablement vu au moins un dans ta vie. Par exemple, si tu as déjà vu une étoile filante. Elle laisse derrière elle des queues brillantes alors qu'elles traversent l'atmosphère terrestre. Bien sûr, elles ne sont belles que dans le ciel. Si elles atteignaient le sol, les conséquences seraient désastreuses. Heureusement pour nous, la plupart d'entre elles explosent entre 50 et 80 km au-dessus de la surface terrestre.
Leur masse est trop faible pour qu'elles puissent supporter un tel voyage jusqu'au bout. La plupart d'entre elles demeurent donc inoffensives pour autant que nous soyons concernés. Mais il ne faut pas les sous-estimer. Commençons par les plus petits, les astéroïdes de moins d'1 mètre de diamètre. Ils ont à peu près la taille d'un enfant et ils sont trop petits pour causer de réels dégâts. Le plus souvent, ils explosent dans l'atmosphère sans même atteindre les couches inférieures. Mais dans le même temps, ils projettent à chaque fois des tonnes d'énergie en se désagrégeant. Les astéroïdes de 4 à 5 mètres de diamètre, c'est la taille d'une girafe ou d'un mammouth de l'ère glaciaire. Ces météorites de plus grande taille nous parviennent moins souvent, une fois tous les ans et demi environ. Comme les précédentes, elles ne constituent heureusement pas une menace sérieuse, mais elles projettent beaucoup plus d'énergie. Ceux de 9 mètres maintenant, soit la hauteur d'un immeuble de 3 ou 4 étages. Ils nous rendent visite une fois tous les 10 ans, et là, ça commence à devenir sérieux. Ils projettent une onde qui pourrait détruire une ville entière. Je pense que tu comprends à quel point les conséquences seraient catastrophiques si un tel astéroïde touchait la Terre. 20 mètres à présent. Autrement dit, un immeuble avec de nombreux étages. Ils se plaisent à visiter la Terre une fois tous les 60 à 70 ans. Bonne nouvelle, ceux-ci explosent à 19 km au-dessus du sol. L'énergie qu'ils dégagent suffirait à raser une région entière s'ils touchaient le sol. Mauvaise nouvelle, un tel astéroïde nous a déjà rendu visite récemment, et les conséquences ont été sévères. Tout s'est passé dans une ville du nom de Tcheliabinsk. Le 15 février 2013, vers 9h20, heure locale, le gigantesque astéroïde a commencé à ralentir dans l'atmosphère terrestre, puis s'est brisé en petits morceaux à 23 km au-dessus du sol. Ces morceaux ont ensuite volé dans différentes directions. L'onde de choc a brisé toutes les vitres de la ville et endommagé de nombreux bâtiments, incluant habitations, commerces et écoles. Il a fallu du temps pour tout réparer et l'ampleur de cette destruction aura été considérable. On a ainsi déploré jusqu'à 1615 blessés, mais fort heureusement, aucune perte humaine. Tout du moins, sommes-nous en sécurité pour le moment. Le prochain astéroïde de ce type ne devrait nous atteindre que dans les années 2070-2080. Et personne n'est capable de prédire où il atterrira pour l'instant. Passons maintenant à un plus gros gibier. Un astéroïde de 90 mètres. C'est la hauteur de la Statue de la Liberté avec son piédestal. Un tel colosse ne se présente que tous les 4500 ans. Et voici le premier astéroïde de notre liste qui pourrait littéralement s'écraser sur Terre. Les dommages seraient évidemment considérables. Non seulement il serait capable de démolir une ville entière, mais il pourrait aussi incendier les zones voisines. Certaines personnes ont même été témoins de l'impact d'une telle météorite sur notre planète. La célèbre météorite de la Tunguska est la plus grande catastrophe due à un astéroïde à laquelle on n'ait jamais assisté. Tout s'est produit le 30 juin 1908 en Sibérie orientale. La météorite était éclatante, comme un second soleil, et les gens ont ressenti une vague de chaleur lorsqu'elle s'est approchée de la Terre. Elle a explosé près de la rivière. Heureusement, toute la région était entourée de taïgas et il n'y avait pas de grande ville à proximité. Mais malgré tout, la vague de chaleur a instantanément carbonisé de nombreux arbres. De graves incendies de forêt se sont déclarés. Le bruit de l'explosion a été entendu à des centaines de kilomètres à la ronde et toutes les fenêtres se sont brisées sur des dizaines de kilomètres alentour. L'orage magnétique qui a résulté de cette collision a duré 5 heures. Les conséquences ont été véritablement dantesques, mais peut-être que ce n'est pas la pire chose qui attend l'humanité. 999-42 Apophis, 370 mètres de diamètre. C'est un peu plus grand que la Tour Eiffel. Cette météorite, découverte par les scientifiques en 2013, sera notre prochain invité. Des collisions d'une telle force se produisent une fois tous les 100 000 ans environ, et celle-ci s'approche inexorablement. La force d'une telle explosion est comparable à celle de l'éruption catastrophique du volcan Krakatoa en 1883. Et cette éruption est considérée comme l'une des plus destructrices de l'histoire. Elle a provoqué un terrible tsunami. 165 communes ont été rayées de la carte et 132 autres ont été gravement endommagées. Les populations du monde entier ont pu ressentir les conséquences de cette éruption, du moins dans une certaine mesure. Un tel astéroïde laisserait un cratère de 5,6 km, et c'est ce qui nous attend dans un avenir lointain. Mais pas de panique pour l'instant. En 2070, la météorite se trouvera toujours à près de 280 millions de kilomètres de nous. Elle a encore un très long voyage devant elle.
Nous sommes donc en sécurité, au moins pour les 100 ans à venir, voire davantage. De plus, notre planète a déjà survécu à des cataclysmes encore plus graves. 1 km de diamètre, c'est plus haut que la plus haute tour du monde, le Burj Khalifa de Dubaï. De pareils impacts se produisent une fois tous les 500 000 ans, et nous ne savons pas exactement quand une telle collision a eu lieu pour la dernière fois. Notre planète est recouverte à 70% d'eau. Si ces météorites tombaient dans l'océan, il serait extrêmement difficile d'en retrouver les traces. Mais on peut en imaginer les conséquences. Une vague résultante aurait balayé un hémisphère tout entier. Le cratère aurait un diamètre d'environ 15 km. Ce serait un véritable désastre. Le dernier événement d'une telle ampleur s'est produit il y a 26 à 28 millions d'années. Il s'agit de l'éruption du supervolcan, la Garita, situé dans le sud-ouest du Colorado, aux États-Unis. Il s'agit de l'un des événements supervolcaniques les plus puissants de toute l'histoire. Au cours de cette monstrueuse éruption, une grande partie de l'état actuel du Colorado a été détruite. Les scientifiques ne savent toujours pas jusqu'où ces cendres se sont répandues. Mais il y a bien eu une météorite encore plus importante dans l'histoire de l'humanité. Les conséquences de cet impact ont été irréversibles pour toute une espèce animale. Je pense que tu sais de quoi je veux parler. La météorite de Chicxulub. La chose qui a fait disparaître les dinosaures de la surface de la Terre. Cela s'est produit il y a environ 66 millions d'années. De telles collisions se produisent en général tous les 500 millions d'années. Le diamètre de la météorite de Chicxulub était de 20 km. Elle était si haute que lorsqu'elle a touché le sol, son sommet atteignait encore la stratosphère. Il suffit de regarder le cratère de 200 km de diamètre laissé par cette météorite pour comprendre à quel point elle était immense. Lorsqu'elle est entrée en collision avec la Terre, des millions de tonnes d'énergie ont été libérées. C'est un cataclysme inimaginable. La météorite est tombée à un angle très prononcé, soulevant un gigantesque nuage de poussière et de composés toxiques qui s'est répandu dans le monde entier. Cette poussière ne représentait qu'une couche très fine, mais aussi une masse combinée de 50 000 milliards de tonnes. L'onde de choc a balayé toute la planète. Elle a provoqué plusieurs tremblements de terre. Les volcans ont successivement commencé à entrer en activité. Des incendies de forêt ont éclaté à travers le globe. La quantité de suie et de monoxyde de carbone libérée dans l'atmosphère est impossible à estimer. La Terre a été privée de la lumière du Soleil pendant plusieurs jours. Et l'obscurité a régné sur toute la planète. Les plantes ne produisant plus assez d'oxygène, il n'y avait rien à respirer. La température sur les continents et dans les mers a chuté en moyenne de 10 à 32 degrés. Cela semble horrible, n'est-ce pas ? Et bien sûr, elle a provoqué l'une des plus grandes extinctions de l'histoire de la biosphère terrestre. Étonnamment, la Terre a pu se remettre d'un tel cataclysme. Cet événement est devenu le repère démarquant les ères mésozoïques et cénozoïques. Ceux qui se demandaient encore comment cette petite météorite a-t-elle bien pu anéantir tous les dinosaures ont sans doute maintenant compris pourquoi. La plus grande collision de l'histoire de notre planète n'a peut-être pas eu lieu avec une météorite, mais avec une planète entière. Cela se serait produit il y a plusieurs milliards d'années. Theia, du nom donné à cette hypothétique planète naine, se serait écrasée sur notre Terre, libérant une quantité incommensurable d'énergie, comparable à l'émission de millions de milliards de litres de carburant. La Terre se serait alors instantanément transformée en une gigantesque fournaise, et c'est cette collision qui aurait conduit à la création de notre Lune. Tout cela semble terrifiant, je sais. Enfin, espérons que ni toi ni moi ne verrons jamais rien de tel. Imagine-toi aux commandes d'un vaisseau spatial filant à travers un nuage d'astéroïdes. Tu en esquives un premier, un second, et soudain, tu écrases l'accélérateur pour te cracher volontairement et à toute allure sur un astéroïde. C'est exactement ce que la NASA se prépare bientôt à faire. La mission débute à la base aérienne militaire de Vandenberg, en Californie, le 24 novembre. Suivons-la étape par étape. Le propulseur d'appoint Falcon 9 est déjà sur la rampe de lancement. Celle-ci est aussi haute qu'un immeuble de 22 étages, ou que 11 girafes, et elle peut envoyer environ 8 tonnes de matériel en orbite. On pourrait donc envoyer un gros éléphant dans l'espace, et lui fournir aussi une bonne réserve de nourriture. Compte à rebours. 3, 2, 1, allumage. Des nuages de fumée se forment et la fusée commence à prendre de l'altitude. 9 moteurs fonctionnent à pleine puissance pour faire accélérer l'appareil. À son pic, celui-ci atteint une vitesse 10 fois supérieure à celle du son.
Puis les moteurs de la fusée s'éteignent, le premier étage se désarime pour retourner sur Terre. Quelques secondes plus tard, le deuxième étage reçoit son ordre d'allumage. Son unique moteur se met en marche et la fusée s'élève encore plus haut vers son orbite. La capsule de transport s'ouvre alors et libère l'engin spatial DART. DART, fléchette en français, est l'acronyme anglais qui désigne la mission consistant à tester la déviation d'un astéroïde double. Une fois libéré, le vaisseau déploie ses 2 grands panneaux solaires. Ils lui permettront de convertir l'énergie solaire en électricité pour alimenter son moteur ionique révolutionnaire. Les moteurs conventionnels créent l'accélération en brûlant des tonnes de carburant qu'ils éjectent vers l'extérieur. La fusée expulse principalement par elle-même les gaz émis. Le moteur ionique ne consommera pas de carburant. Il utilisera un champ électrique puissant pour accélérer le gaz ionisé. Comme pour les fusées classiques, ce gaz sera expulsé et créera ainsi la poussée nécessaire. Bien que le moteur ionique produise une accélération plus faible, il peut amener l'engin spatial à atteindre des vitesses plus élevées. Les moteurs de fusée ordinaires sont très performants en déplacement. En enfonçant l'accélérateur, on brûle de grandes quantités de carburant, alors que le moteur ionique, lui, accélère lentement. Mais quand une fusée classique devra s'arrêter pour faire le plein, l'engin spatial ionique la dépassera à une vitesse folle. L'engin spatial DART commence donc son voyage d'1 an. En comparaison, un vol vers Mars prendrait environ 7 mois. Après un bond dans le temps d'1 année, voilà, nous sommes arrivés. Voici l'astéroïde Didymos. Le point le plus éloigné de son orbite se trouve à 2 unités astronomiques de notre étoile, ce qui équivaut à 2 distances Terre-Soleil. À cet endroit, le Soleil commence à exercer sur lui une force qui le tire en arrière. Puis, l'astéroïde s'avance vers l'étoile à son point le plus proche, soit un trajet Terre-Soleil. Son orbite est alors très comparable à celle de notre planète. Didymos s'est approché au plus près de la Terre à une distance d'environ 7,8 millions de kilomètres, ce qui correspond à 20 fois la distance Terre-Lune. Avec un tel écart, il faut 770 jours pour effectuer une révolution autour du Soleil. Didymos n'est donc pas encore considéré comme un astéroïde dangereux, mais avec le temps, il va se rapprocher de plus en plus de notre planète. Et les conséquences d'une collision pourraient être catastrophiques étant donné sa taille. Il est plus grand que 2 Empire State Building. Il effectue un tour complet sur lui-même en 2 heures et 15 minutes. Il accumule donc une énorme quantité d'énergie. Et en plus, il a un compagnon, un autre astéroïde. Celui-ci forme un petit caillou de 160 mètres de large, ce qui correspond à 12 bus ou encore 10 wagons de train. Sa période orbitale, c'est-à-dire le temps qu'il met pour effectuer un tour complet de Didymos, est d'environ 11,9 heures. La NASA pense que les astéroïdes d'une largeur maximale de 25 mètres ont de grandes chances de se consumer complètement en pénétrant dans notre atmosphère en raison de la friction intense subie au contact de l'air. Ils ne sont donc pas dangereux. Les astéroïdes dont la taille est comprise entre 25 et 800 mètres en revanche ne se consumeront pas entièrement et pourraient causer de graves dommages. Les astéroïdes d'une taille supérieure à 800 mètres pourraient rayer de la carte de grandes métropoles, voire même des États entiers. En ce sens, nous pouvons considérer Didymos comme potentiellement dangereux. Nous allons donc tester sur lui une méthode de défense, l'impact cinétique. C'est pour cette raison que nous avons envoyé DART à sa rencontre. Notre engin spatial va donc bien heurter un astéroïde. Seulement, on ne vise pas son corps principal, mais le petit caillou qui l'accompagne. DART se déplace déjà vers lui à environ 6,6 km par seconde. À cette vitesse, un voyage de New York à Washington prendrait moins d'1 minute. Un trajet d'une côte à l'autre des États-Unis, environ 10 minutes. DART se rapproche, 3 secondes avant l'impact. 2, 1, boum! L'engin spatial s'écrase sur l'astéroïde à toute vitesse. Quelles sont tes prédictions? Le rocher spatial explose, réduit en pièces, ou bien il ricoche sur le corps principal qui se retrouve alors projeté dans l'espace comme une boule de billard? Eh bien, les scientifiques prédisent que cette collision réduira la vitesse de ce petit caillou d'une fraction infime et pourtant suffisante pour réduire sa période orbitale de quelques minutes. Nos télescopes terrestres pourront alors étudier plus en détail les effets de cette collision. Et pour en apprendre encore plus, nous enverrons un autre vaisseau sur Didymos pour une mission parallèle. Il s'agit de la mission Hera, dont le lancement est prévu pour 2024 pour une arrivée sur Didymos vers 2027. Cet engin spatial transportera divers équipements et matériaux de recherche afin d'évaluer les dommages causés par la collision avec DART. À son arrivée, Hera prendra de nombreuses photos du petit astéroïde et devrait y inclure un cratère d'impact récent. Hera transportera aussi 2 CubeSats, des nanosondes plus petites qu'une boîte à chaussures. Ces mini-satellites seront lancés vers l'astéroïde pour permettre une manœuvre de proximité. Les sondes étudieront alors ce petit corps céleste durant 3 à 6 mois.
À la fin de la mission, l'une d'entre elles tentera d'atterrir à la surface de l'astéroïde pour en apprendre encore davantage sur sa composition et sa structure interne. Il est aussi possible que Hera transporte un mini-percuteur. Cet outil devra permettre de produire un nouvel impact sur l'astéroïde. Les scientifiques pourront alors évaluer la différence entre les impacts formés par un grand instrument spatial et ceux causés par un plus petit, et comprendre comment nous défendre contre les astéroïdes à l'avenir. En théorie, nous n'avons pas besoin d'envoyer une fusée géante sur un astéroïde dangereux pour le détruire. Une seule frappe pourrait suffire à modifier légèrement sa trajectoire. À l'échelle cosmique, altérer une trajectoire, même de manière infime, peut radicalement changer le point d'arrivée d'un astéroïde. Mais l'impact cinétique n'est pas le seul moyen de lutter contre les astéroïdes néfastes. Tu connais le tracteur à gravité? Avec cette option, nous devons aussi envoyer un véhicule spatial vers l'astéroïde. Seulement, il ne s'écrasera pas dessus. Il devra entrer en orbite autour de lui. Tout astéroïde exerce une force d'attraction. Celle-ci attirera donc l'engin spatial vers le corps céleste, tandis que les moteurs du vaisseau maintiendront son altitude. Alors, l'astéroïde lui-même commencera à être attiré vers le vaisseau spatial. Cette méthode est assez fiable, mais prend beaucoup de temps, et elle ne fonctionnera que si nous détectons un astéroïde potentiellement dangereux plusieurs années avant son arrivée. Il nous faudrait disposer de suffisamment de temps afin d'envoyer un vaisseau spatial vers l'astéroïde, puis utiliser la technique du tracteur gravitaire. Une autre alternative serait d'utiliser un laser. Dès qu'un astéroïde est découvert, nous pouvons diriger un puissant rayon laser vers lui. Il chauffera l'astéroïde en un point précis, ce qui provoquera l'évaporation d'une partie de sa matière. Et c'est là que la physique entre en jeu. La matière située sur le haut de l'astéroïde s'évapore du même côté. Cela provoquera le déplacement de l'astéroïde à l'opposé. C'est comme pour nos moteurs de fusée. Le carburant est expulsé dans une direction et le vaisseau spatial se déplace dans l'autre. Nous pouvons aussi utiliser l'énergie solaire au lieu des lasers. Pour cela, nous devons construire une énorme station spatiale remplie de loupes. As-tu déjà essayé de graver des lettres sur une surface en bois à l'aide d'une loupe ? Eh bien, nous ferions la même chose, mais sur un astéroïde. Notre station spatiale devra concentrer un grand nombre de rayons solaires en un seul point de l'astéroïde. Là encore, une portion de sa matière s'évaporera à cause de la montée en température, ce qui entraînera une légère modification de sa trajectoire initiale, évitant ainsi notre planète. Et pourquoi pas une feuille d'aluminium? Eh oui, nous pouvons éviter une collision avec un astéroïde en utilisant du simple papier aluminium. Il nous faudrait envelopper l'astéroïde dans ce matériau réfléchissant. Au lieu d'absorber les rayons du Soleil, l'astéroïde les réfléchira. Ceci aura pour effet de créer une certaine pression à sa surface. Ce sera comme si les rayons du Soleil poussaient l'astéroïde et sa trajectoire en sera modifiée. L'option qui n'est pas la plus évidente mais la plus fiable est celle des moteurs de fusée conventionnels. Nous pouvons ainsi installer sur l'astéroïde de nombreux moteurs dont la puissance d'accélération changera la trajectoire. Avec suffisamment de moteurs, nous pouvons même prendre le contrôle de l'astéroïde. Ainsi, lorsqu'un rocher spatial plus gros encore apparaîtra à l'horizon, nous mettrons nos moteurs en route et dirigerons notre astéroïde droit sur lui. Une telle collision pourrait même complètement détruire un astéroïde de très grande taille, ce qui donnerait à voir un spectacle lumineux absolument spectaculaire.